Bonjour à tous. Je suis super content d'être ici et d'inaugurer l'holodeck. Ça en jette un max. Je m'appelle Auriel Corfa. Je suis ingénieur à Google Zurich, Site Reliability Engineer. Donc, je vais expliquer mon boulot aujourd'hui. Je vais vous parler de comment on fait chez Google pour faire des produits qui marchent avec un utilisateur, qui marchent avec 1000 utilisateurs, qui marchent avec 1 milliard d'utilisateurs. Et ensuite, je vais vous parler de comment vous aussi, vous pouvez venir faire ce genre de truc chez nous. Comment vous pouvez venir vous amuser à faire les trucs cool qu'on fait toute la journée. Dès que l'amphi marchera. Dès qu'on pourra passer les slides. Ok, alors, là, normalement, je fais un slide de présentation de l'entreprise, puisque c'est ce qui se fait. Je ne pense pas avoir besoin de beaucoup présenter Google. Mais je vais quand même en dire deux mots. Google a un avantage énorme sur pas mal de boîtes, c'est que c'est une grosse boîte qui a su rester cool, en tout cas à mon avis. La plupart des grosses boîtes, dès qu'elles deviennent un peu grosses, ont tendance à tout miser sur la sécurité et à rien faire d'innovant. C'est ce qu'on appelle le syndrome IBM. C'est pas moi qui l'ai inventé. Google a réussi quand même, malgré le fait que c'est une Fortune 50 compagnie et qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre. Non, il n'y a pas les revenus. Ça a fait beaucoup d'argent, que ces chiffres sont d'ailleurs complètement faux. On est au moins au double de market capital, donc, parce que l'action a monté à balle depuis 2 ans. Voilà, ça a beau être une très très grosse compagnie qui brasse beaucoup d'argent, c'est quand même une compagnie qui arrive à innover, qui arrive à faire des trucs complètement tarés que si on vous en avait parlé il y a 5 ans, vous auriez dit c'est pas possible. Comme par exemple, on va faire des voitures qui se conduisent toutes seules. Ou on va faire des lunettes qui affichent ce qu'il y a sur vos smartphones, mais directement dans votre œil, comme ça c'est moins fatigant, vous n'avez pas à lever un smartphone. Et tout ce genre de trucs qui... Maintenant on en parle dans la presse et du coup on est un petit peu habitué à l'idée quand même si on ne l'a pas au quotidien. C'est devenu un truc, ouais c'est possible, pourquoi pas, des lunettes qui affichent un truc dans ton œil. Il y a 5 ans, on vous aurait dit, Google va lancer ça, vous auriez fait, ouais, bonne blague. Et donc on l'a fait. L'autre avantage, c'est que c'est une grosse boîte qui a pas mal de trucs positifs. Elle va pas couler de sitôt, donc je vais continuer à toucher un salaire, ce qui est plutôt cool. Vous avez le choix d'où vous pouvez travailler quand vous êtes à Google. Vous pouvez aller travailler aux États-Unis, vous pouvez travailler, vous pouvez travailler en France, vous pouvez travailler un peu partout en Europe de l'Ouest, vous pouvez travailler en Asie, vous pouvez aller travailler. Non, à 42, non. Peut-être un jour. Vous pouvez travailler à Paris, à Zurich, à Dublin, à Londres, à Mountain View, à San Francisco, à New York, à Kuala Lumpur, à Sydney. Des endroits plutôt cool. Donc voilà, ça c'est Google, que vous connaissiez déjà. Que fait Google? Et ça c'est moins évident. La mission de Google, c'est d'organiser l'information du monde et de la rendre accessible et utile. C'est une toute petite phrase qui dit beaucoup de choses. Quand Google s'est lancé, tout le monde pensait que c'était un moteur de recherche qui indexait le web et que c'était à peu près tout. Ça indexait pas plus que le web, et encore le web à l'époque c'était gros, mais c'était pas inestimable comme ça l'est maintenant. Et Google a dit non, on va indexer plus que ça, on va indexer l'information du monde. Et de là, quelques années plus tard, Google a dit on va aussi indexer des livres, et puis on va aussi indexer vos documents personnels si vous voulez. Genre, on peut indexer vos emails, tant qu'à faire, vu qu'on sait chercher dans des documents web, on pourra chercher dans vos emails. Et c'est comme ça que tous ces services se sont lancés en fait sur Google après. Et tous les services de Google, d'une façon ou d'une autre, au moins dans les premières années, maintenant c'est vachement diversifié, sont reliés à ça. Même si on prend des services qui sont vachement plus éloignés, comme par exemple la voiture qui se conduit toute seule, c'est une façon de rendre l'information utile. On a l'information des cartes routières, on a l'information des GPS, on a l'information du code de la route, mais c'est pas très utile parce que c'est encore à vous de faire tout le boulot. Bon, on va faire une voiture qui fait le boulot à votre place, on a rendu l'information utile. Voilà ce que fait Google. C'est une mission que je trouve assez noble, assez cool, et comme elle est très large, on va faire plein de trucs sympas avec. Du coup, on a lancé plein de produits au fil des années. J'étais pas là au début, moi ça fait 2 ans que je suis chez Google, mais Google a lancé plein de produits au fil des années. Ça a commencé par Search, qui est plus ou moins ce à quoi on pense en premier quand on parle de Google. Puis ensuite, il y a eu tout ce qui était Ads, qui a permis de mettre un peu d'argent dans les caisses pour faire des trucs cool. Puis ensuite, Maps, qui est un succès incontestable, Gmail qui est un succès incontestable, Google+, qui est un succès contestable, Google Drive qui est très très utile, et plein d'autres produits, et encore la liste s'est énormément allongée depuis. Et on arrive à des trucs qui sont beaucoup plus spéculatifs, beaucoup plus exotiques, qui ne sont pas encore des produits, mais dont tout le monde parle quand même. Ouais, c'était un produit spéculatif, quoi. Et donc, on a des gens qui font des produits géniaux à Google, des gens qui ont des idées tout le temps et qui lancent des tas de produits.
C'est facile, d'une certaine façon, d'avoir une idée de lancer un produit, et c'est un peu plus dur de faire un produit qui marche quand on va avoir des nombres d'utilisateurs qui sont assez durs à ne serait-ce qu'imaginer. Essayez d'imaginer 100 millions de personnes dans vos têtes. C'est difficile. Genre, ça représente combien de gens alignés sur des ordinateurs en train de cliquer? Voilà. Bon, bah ça, c'est un truc qu'on doit faire chez Google. Et c'est la mission, principalement, d'une équipe qu'on appelle les Site Reliability Engineers. Ça, c'est mon métier. Ingénieur de fiabilité des sites, hein, on va dire ça. Qui sont une espèce de sous-branche de l'organisation des software engineers, donc les gens qui développent en général. On est des gens qui développent. J'ai une formation de personnes qui développent. J'ai fait Epitech, comme pas mal de gens que vous connaissez peut-être. Du coup, je code, je sais coder, tout comme vous bientôt. Et c'est mon métier, c'est un truc que j'aime bien faire. Et la façon dont je code, c'est pour coder des systèmes qui vont faire que d'autres gens peuvent construire des systèmes qui seront grands. Le but étant que Google marche même avec des millions d'utilisateurs, que Google soit rapide même avec des millions d'utilisateurs, que Google soit prévisible avec des millions d'utilisateurs, etc., etc. Ça, c'est le but principal. L'autre but, c'est que les gens qui développent ces sites, qui développent ces applications, puissent continuer à développer des applications. C'est très facile, d'une certaine façon, de faire des sites qui soient toujours stables si on n'a aucune feature, ou si on rajoute aucune feature. Moins ça bouge, plus c'est facile de le conserver dans un état stable. Ok. Alors, quand je dis ça, on peut penser que je fais de l'admin 6, que mon boulot, c'est essentiellement d'attendre qu'un truc crache et d'aller réparer la config ou d'aller changer des disques. Non, pas du tout. Comme je l'ai dit, je code. Je code des outils, je code des infrastructures. Et dès qu'on fait un truc qui se rapproche un petit peu de l'admin 6, le but est de l'automatiser, de coder un outil qui va le refaire à notre place la prochaine fois. On est quand même une équipe opérationnelle, dans le sens où quand ça brûle, quand il y a des gros problèmes, c'est nous qui avons le pager et c'est nous qui devons gérer les problèmes. Mais ce n'est pas notre mission principale. C'est une fonction accessoire de ce qu'on fait. Alors, parlons un peu de notre objectif principal. On veut servir toutes les requêtes. On veut les servir prévisiblement, on veut que ça marche toujours. On veut les servir rapidement, on ne veut pas que les gens aient à attendre pour avoir leurs résultats. Si vous cherchez sur Google et que vous attendez 3 secondes pour un résultat, vous êtes extrêmement frustré, même si c'était que 3 secondes. Et on veut que ça ne coûte pas trop cher, parce que on sert quand même beaucoup de requêtes, donc le moindre centime gagné sur une requête, c'est énorme quand on fait le calcul à la fin de la journée. Alors c'est assez facile de choisir deux des trois. Si vous avez un argent infini, vous pouvez très très bien servir quelque chose qui soit fiable et rapide tout le temps. Vous achetez beaucoup de machines partout, ce sera beaucoup plus facile. Si vous voulez servir rapidement et pas cher, mais que 90% des requêtes échouent, c'est assez facile aussi. Si vous voulez servir toutes les requêtes pour pas trop cher, mais que vous fichez de la latence, vous servirez les requêtes d'une certaine partie des gens la journée. Vous attendrez la nuit quand il n'y a plus personne qui va sur le site pour servir le reste, ce sera très pratique. Mais bon, ça fait une latence de 12 heures, c'est pas très efficace. Alors bien sûr, on ne peut pas avoir l'idéal des trois en même temps. On veut un compromis. Le compromis est légèrement biaisé sur l'idée qu'on veut servir toutes les requêtes autant que possible. Si une requête qui prend 1 seconde et que 99% des requêtes sont quand même très rapides, on va la servir quand même, on ne va pas la laisser tomber. Ça, le principal, c'est ce qu'on essaye de faire le plus possible. On sert toutes les requêtes. Même si il y a des choses qui se passent mal. On va avoir des tas de problèmes, on va avoir des bugs, on va avoir des disques durs qui se cassent la gueule, on va avoir des alimentations qui crament, on va avoir des pelleteuses qui arrachent des fibres optiques. On a quoi ici? Ouais, on a des camions qui s'explosent dans des transformateurs électriques, on l'a vu, inspiré de faits réels. Alors bon, bien sûr, on ne peut pas servir réellement toutes les requêtes. Il y a des requêtes déjà qu'on ne veut pas servir parce que c'est des requêtes qui sont abusives, c'est des requêtes qui sont générées par des bots ou par des gens qui font de la fraude au clic, qui font semblant de cliquer sur des pubs pour apporter de l'argent. Bon, ça, on n'a pas intérêt à les servir. Mais de manière générale, on veut quand même essayer de tout servir. C'est le but ultime, c'est un peu le Graal de la fiabilité. Alors, on va commencer, pour expliquer ce que je fais, en partant de petit, et puis on va monter vers l'échelle Google le plus possible. Je suppose que parmi vous, il y a pas mal de bidouilleurs qui ont déjà fait un forum en PHP avec une base MySQL derrière. Il y a du monde qui a fait ça? Ouais. Vous l'avez codé ou utilisé juste? Codé? Ok. Donc vous avez codé un truc qui ressemble à peu près à ça. Vous avez un serveur web qui fait tourner PHP et une base de données. Non, c'est déjà bien, hein, je me fous pas de vos gueules, c'est bien.
On va complexifier un petit peu la chose. Donc, on a dit c'est fini. Ok, ça marche. Si on veut 100 millions de personnes qui l'utilisent, qu'est-ce qu'on doit changer? Au final, c'est un peu ce que j'ai présenté comme étant mon boulot, non? On a fait un produit qui marche et maintenant on veut 100 millions de personnes dessus. Alors la première question à se poser, c'est quoi 100 millions de personnes? Je vous ai demandé de réfléchir à ça. Sur une personne, c'est à peu près 1,5 fois la population de la France, si je dis pas de conneries. Ah oui, non, il y a un disclaimer légal que j'avais oublié, ouais. Je vais montrer des façons techniques de faire les choses. C'est pas réellement comment on fait à Google. Ça y ressemble, on essaye de s'en rapprocher, mais c'est pas ce qu'on fait pour de vrai. Par contre, c'est exactement l'approche qu'on aurait au problème. Donc on va prendre le petit forum et la petite base de données, et puis on va faire un forum pour 100 millions d'utilisateurs. Alors, 100 millions de personnes. Si on dit que toutes ces personnes-là vont 10 fois par jour sur le forum, que chaque fois qu'ils vont sur le forum, ça fait 10 requêtes, on est déjà à 10 milliards de requêtes par jour. Les requêtes, ça peut être lire un message, afficher une image, répondre à un post, ce genre de choses. Ça fait environ 100 000 requêtes par seconde. C'est beaucoup. Mais c'est un peu dur de visualiser 100 000 requêtes par seconde, non? En plus, il y a un autre problème. Votre forum étant francophone, tous les utilisateurs sont en France, et peut-être un petit peu au Québec, donc vous avez 90% des requêtes qui vont être entre 8h du matin et 8h du soir. Donc ça veut dire qu'en fait, vous êtes à peu près au double, puisque pendant les 12 heures restantes, personne n'utilise votre forum. Donc là, on est en train juste de balancer des chiffres, mais ça permet de se donner une idée à peu près de à quelle taille on est. C'est des chiffres qui sont encore assez abstraits, mais on va les réduire à des chiffres qui vont peut-être vous parler un peu plus en matière de grandeur physique. Si on dit que chaque requête déclenche 10 recherches sur le disque, pourquoi pas, en moyenne, bah, ça nous fait un truc du genre 2 millions de requêtes sur le disque par seconde. Comment on sert ça? Ça fait beaucoup de recherches sur le disque, non? Ok, prenons la capacité d'un disque. Bon, on va prendre des disques à plateau, pas des SSD, parce que les SSD, ça coûte cher. Donc si un disque peut faire 100 recherches par seconde, ça nous fait 20 000 disques, ce qui ne tient pas dans une machine. Il y a quelques machines qui peuvent accommoder 20 000 disques. Pas beaucoup de machines. Zaz, tu les connais peut-être. Et surtout, cette machine-là coûterait très très cher et on n'en aurait qu'une. Le jour où il y a une panne électrique sur cette machine, vous n'avez plus rien. Ce qui est un peu embêtant si vous avez 100 millions de personnes qui essaient de se connecter à votre forum. Ça fait 100 millions de personnes pas contentes. Google a été parmi les pionniers d'une technique qui... je crois que c'est un mec de Google, Urs Lösel, qui l'a appelé le Where Scale Computing. Donc, l'ordinateur à la taille d'un bâtiment, d'un entrepôt. En gros, l'idée, c'est de considérer que tout votre data center va être une seule machine, qui est en fait constituée de plein de petites machines, mais vous la faites communiquer de telle façon que vous pouvez penser votre système à la taille d'un data center entier. Donc, plutôt que d'acheter une grosse machine avec 20 000 disques, on va acheter 10 000 machines avec 2 disques. L'avantage, c'est que si une machine crame, vous avez toujours 9 999 machines qui fonctionnent, et ça va faire une différence assez marginale au final sur votre système. Donc bon, si on a 10 000 machines, à raison de 40 machines dans un rack, je ne sais pas si vous avez déjà vu des racks de data center. Bah oui, il y en a, enfin vous en avez à l'entrée, non? Donc vous voyez, il y a 40 U dans un rack, 40 unités. Vous pouvez mettre 40 serveurs par rack. Ça vous fait 250 racks, soit 150 mètres de couloir avec des racks d'un côté, ou 75 mètres de couloir avec des racks de chaque côté. Là, on commence à avoir une idée de la grandeur physique de 100 millions d'utilisateurs. Est-ce que c'est ce que vous pensiez à la base? Ou ça vous semblait plus, moins? Plus? Moins? Ok. Pour rappel, on n'est qu'à 100 millions d'utilisateurs. Hein. Il y a 7 milliards d'habitants sur la planète à peu près. Donc ça doit faire un truc genre 3 milliards qui vont avoir accès au net à peu près. Avec intermittence, mais bon. Ça fait beaucoup de monde. Ok, on a dimensionné à peu près notre problème maintenant. On avait un serveur web et un serveur MySQL. On a beaucoup de serveurs web et beaucoup de serveurs MySQL répartis sur nos 10 000 machines. C'est un bon début. Maintenant, dans les vraies applications, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Bon, ouais, tous les serveurs web parlent toutes les bases de données, ça va causer des problèmes, mais on va les ignorer pour le moment. Une application, en général, c'est des front-ends et des back-ends. Vous allez avoir des front-ends, donc là où les utilisateurs se connectent, qui vont parler à des back-ends, qui vont faire le stockage, le traitement, les calculs. Vous allez séparer les fonctionnalités. Tout comme dans votre code, vous séparez en fonction pour faire des tâches différentes. Quand vous arrivez sur des systèmes très larges, vous allez avoir des programmes différents qui vont avoir des fonctionnalités différentes.
Ça semble logique. Vous pourrez les faire tourner sur des machines différentes. Jusque-là, c'est normal. Dans un vrai système, vous pourriez avoir un arbre de service qui ressemble à ça. En haut, vous avez le front-end, sur lequel les utilisateurs vont se connecter, qui va parler à des applications qui font des tâches d'un certain haut niveau, qui vont parler des applications qui font des tâches d'un niveau plus bas, etc., etc. Et à la fin, vous avez besoin que tous ces trucs-là marchent ensemble pour produire une page de recherche Google, par exemple, ou une page de votre forum. Si on prend un exemple totalement fictif, on pourrait avoir quelque chose comme ça. Un front-end web, pour fonctionner, il a besoin de construire une page web qui va renvoyer l'utilisateur. Il a besoin de savoir si l'utilisateur est connecté ou pas. Donc il va parler à un serveur d'authentification. Il va avoir besoin de parler à un système de recherche, parce qu'au final, c'est quand même sa tâche principale. Il va avoir besoin de connaître les préférences de l'utilisateur, dans quel langage on doit formater la page. Le système de recherche, il va avoir besoin de parler à tout un système de stockage et de recherche, d'indexage des données, qui lui-même va être décomposé en plein de trucs. Où sont les documents, où sont les tokens, comment est-ce qu'on trouve les synonymes, par exemple. Google fait de la recherche synonyme, fait de la correction orthographique. Tout ça, c'est des tâches différentes. On ne peut pas tout mettre dans le même binaire, ce serait énorme, et le moindre bug dedans cracherait l'univers. Donc, ce serait un exemple de comment on pourrait formater une vraie application. En plus, des fois, en plus d'avoir des front-ends qui parlent à des back-ends, vous allez avoir sur le même niveau un back-end qui va parler à lui-même, ou à d'autres instances plutôt du même back-end. Donc ça peut complexifier un petit peu votre arbre de service, mais globalement, ça va ressembler à ça. On va le réduire un peu, parce qu'on va avoir besoin de plus de place pour avoir une vision un peu plus globale du truc. On a nos machines. On a des binaires à faire tourner dessus pour servir votre forum ou Google. Il faut amener du trafic là-bas maintenant. Comment est-ce qu'on fait pour amener du trafic à 10 000 utilisateurs? On pourrait coller 10 000 adresses IP sur les machines et puis faire un truc tout simple, on envoie par round robin DNS ou un truc comme ça. Mais 10 000 adresses IP de nos jours, ça coûte un peu cher. C'est devenu assez difficile à avoir, ou alors vous êtes qu'en IPv6 et vous pouvez toucher 2% de la population mondiale. Du coup, c'est pas une bonne solution. Alors, il y a ce qu'on appelle le load balancing. Le load balancing, c'est tout con, c'est de dire on va mettre une machine devant qui fait rien, à part rebalancer les requêtes à droite, à gauche sur les machines qui ont de la capacité pour qu'elles fassent le travail. Ça permet d'avoir une machine qui traite beaucoup de requêtes et derrière plein de machines qui vont traiter chacune peu de requêtes, mais vous n'avez pas besoin de leur balancer d'adresse IP à toutes. En plus, votre load balancer, il peut travailler intelligemment. Il peut dire tiens, cette machine-là est moins chargée, je vais lui envoyer plus de requêtes. Ou, il y a beaucoup de façons de faire du load balancing, mais on peut rajouter de l'intelligence à ce niveau-là. De manière générale, on distingue pas mal les load balancers hardware et les load balancers software. En hardware, vous allez avoir quelque chose qui va être souvent très performant, c'est du hardware spécialisé qui peut traiter énormément de requêtes à la seconde, mais qui peut généralement pas faire grand-chose en matière de configuration et qui n'est pas très évolutif. En software, vous utilisez une machine normale, n'importe quelle machine de votre data center ira bien, du coup ça coûte moins cher. Vous pouvez changer le code quand vous voulez, changer la config quand vous voulez, généralement c'est très simple. Il y a plein de load balancers open source, en plus si vous voulez rajouter des fonctionnalités, c'est très facile. Mais du coup, une seule machine peut souvent traiter moins que ce que vous auriez eu avec du hardware spécialisé. Très souvent, on va avoir un truc qui va ressembler à ça, un load balancer software avec devant un load balancer hardware. Ce qui vous permet d'avoir une première passe de balancing et une deuxième passe derrière plus fine. Des fois, on fera l'inverse pour diverses raisons. Des fois, on n'aura que du software, des fois que du hardware. Ça dépend de vos besoins, bien sûr. Mais globalement, on aura ça. Alors maintenant, on a un truc qui est prêt à recevoir des requêtes utilisateurs. On a une seule IP devant, peut-être quelques-unes. Il suffit que l'utilisateur trouve notre site. Pour ça, vous connaissez peut-être DNS. Tu leur as pas fait de réseau? Toi ou d'autres gens? Parce que tu es le plus près. Ok. Bon, DNS, c'est tout simplement le truc qui permet de dire hey, je suis un humain et je veux aller sur www.google.com et que la machine elle dise ouais, mais en fait, moi j'ai besoin d'une adresse IP ici et de faire la transformation de l'un à l'autre. Bon, on va simplifier le problème en disant qu'on a un serveur DNS qui marche toujours parce que la conf a une durée limitée. Parce que le serveur DNS en lui-même, bien sûr, va avoir tout un tas de problèmes après dans la pratique. Et notre serveur DNS va permettre à l'utilisateur de trouver l'entrée, le load balancer, qui permet de trouver toute notre arbre de service. Et ça marche. Cool, ils peuvent aller sur notre forum. Maintenant que ça marche, on va avoir des problèmes. Le premier problème, c'est de savoir si ça marche. On croit que ça marche parce que les utilisateurs ont dit que ça marchait. Mais si on ne monitore pas ce qu'on fait, c'est foutu. Enfin, un jour, il y aura un problème, on ne le détectera pas. Et on va attendre d'avoir quelqu'un qui nous réveille au téléphone à minuit pour vous dire hey, le site est down. Et ce n'est pas une bonne solution. Idéalement, il faut qu'on soit capable de monitorer pas mal de signes sur ce que fait notre système.
On peut savoir est-ce qu'il sert toujours les pages. Est-ce qu'il sert les pages correctement d'ailleurs? Est-ce que les résultats sont servis? Et surtout, est-ce qu'ils sont bons? Combien on en sert par seconde? Est-ce que c'est plus, moins que ce qu'on attendait? Est-ce que ça génère plus de charge sur le disque que ce qui était prévu? Est-ce que, au contraire, ça en génère moins? Combien de machines sont encore up? Combien de machines sont down? Est-ce que le load balancer voit le bon nombre de requêtes? Est-ce qu'on ne voit que 10 requêtes alors qu'on en attendait 100 000? Tout ce genre de problème, on doit le monitorer. Donc on va rajouter à notre petit diagramme 3 fois rien, un peu de monitoring. Et il faut monitorer tout. Vous avez besoin d'avoir des informations sur tout ce qui se passe dans votre système. À toutes les couches du service, vous avez besoin de savoir comment ça se comporte. En soi, c'est en théorie pas très compliqué. En pratique, il faut penser à beaucoup de choses quand vous faites votre monitoring. Il faut penser à tout ce qui peut vous dire que quelque chose se passe mal ou va bientôt mal se passer. C'est jamais parfait, hein, on est d'accord, mais dans l'idée, en tant qu'ingénieur, vous devez quand même être capable de penser à à peu près tous les cas communs d'échec et tous les moyens communs de le détecter. Ok, maintenant on sait quand ça foire. On a du monitoring qui va nous dire il y a un truc qui ne va pas. Du coup, il va falloir apprendre à répondre aux trucs qui ne vont pas. Et pour ça, on peut classer les problèmes dans plusieurs catégories. Déjà, un très grand principe, tout ce qui peut mal se passer se passera mal un jour, de préférence quand ça vous arrange le moins. Si vous pensez que plus rien peut mal se passer, c'est juste que vous n'avez pas pensé assez. Quelque chose se passera toujours plus mal que ce que vous avez pu prévoir. Et c'est à vous de prévoir pour plus mal que tout ce que vous pouvez prévoir. Super, hein? Les ordinateurs étant ce qu'ils sont, c'est particulièrement vrai avec eux, puisqu'ils dépendent d'une couche de complexité sur une couche de complexité, sur une couche de complexité, sur une couche de complexité, et si le moindre truc va pas bien, généralement tout foire. Et c'est le boulot du Site Reliability Engineer ou d'à peu près n'importe qui touche l'ordinateur, de façon de faire en sorte que ce ne soit pas le cas. C'est pas parce qu'il y a une machine qui a déconné que tout le site doit être down. Ce serait complètement idiot. Alors, il y a plein de trucs qui peuvent causer des problèmes. Il y en a qui causent peu de problèmes. Un disque dur qui crame, ça affecte que le disque dur. La machine peut généralement continuer à tourner. Une alim qui crame, ça affecte toute la machine. C'est un peu plus embêtant, mais c'est pas horrible. Et puis on peut remonter comme ça au switch, à l'alimentation de tout le rack. Vous pouvez avoir un routeur qui crache. Vous pouvez avoir une fibre qui est complètement arrachée ou qui corrompt les paquets. On va parler un petit peu des impacts de tous ces trucs-là. Les trucs les plus critiques étant les bugs. Parce qu'une machine qui crache, c'est assez facile à détecter au final. Elle répond plus au ping, ou alors elle fait des trucs complètement bizarres qui n'ont aucun sens. Généralement, ça va. Un bug, ça peut par exemple rajouter des off by one tous les 100 000 enregistrements qui partent dans vos logs, et du coup, vos logs vont devenir inutilisables, mais au bout de 6 mois. C'est très embêtant. Ou alors, ça va corrompre vos backups, et comme vous ne resterez jamais vos backups, vous ne vous en rendrez pas compte, jusqu'au jour où vous aurez besoin de backup. Et c'est une situation dans laquelle personne n'a envie d'être. Donc, pensez à checker vos pointeurs. Les bugs logiciels sont le pire truc qui puisse arriver. Et bien sûr, vous devez avoir des plans pour répondre à tous ces problèmes-là, y compris le jour où vos backups sont corrompus. Ok, alors, PSU, c'est Power Supply. MTBF, c'est Median Time Between Failure, c'est-à-dire le temps médian entre deux échecs, entre deux problèmes. Donc, toutes les 100 000 heures, au bout de 100 000 heures, il y a une chance sur deux qu'une alim soit cassée. Autrement dit, si vous prenez plein d'alims, au bout de 100 000 heures, il y en a la moitié qui seront cassées. C'est comme ça, c'est mesuré. Bon, c'est approximatif, mais statistiquement, c'est assez vrai. Ce qui signifie que si vous avez vos 10 000 machines avec 10 000 alims, toutes les 10 heures, il y en a une, l'alim est crame. On parle juste de 75 mètres de rack. Hein. Imaginez dans un data center plus grand, le genre de catastrophe que ça peut faire. Quoi. Enfin, si vous ne renouvelez pas en permanence vos alims, assez rapidement, vous allez manquer beaucoup de machines en fait. C'est un truc auquel on ne pense pas qu'on a une seule machine devant soi, parce que l'alim, elle crame jamais, ou alors elle crame tous les 2-3 ans, aucun problème. Dans un data center, c'est un problème qui est vraiment critique. Alors, une alim qui crame, généralement, dans 99% des cas, ça va. Ça fait juste que la machine ne tourne plus. Donc, elle ne répond plus au ping, elle ne peut plus rien faire. Vous allez vous rendre compte, il n'y a même plus de loupiote allumée devant si vous allez la voir physiquement. Globalement, ça va. C'est assez facile à diagnostiquer. Cette machine est complètement HS. Des fois, c'est plus subtil. Des fois, il y a juste une tension qui est un peu foireuse et puis ça va affecter subtilement une carte, genre la carte graphique ou bien la carte réseau. Et vous allez faire des corruptions de paquets et vous ne savez pas pourquoi. Et en fait, c'était la ligne qui était foireuse. Ça, c'est beaucoup plus dur à détecter. On en revient au monitoring. Dans votre monitoring, il fallait penser à monitorer le nombre de paquets corrompus sur cette machine. Pas forcément évident à première vue. Ça peut faire beaucoup de problèmes. Ça peut faire que la machine surchauffe et reboot de temps en temps. Ça peut faire
plein de trucs assez bizarres. Mais bon, globalement, ça va. C'est assez facile de combattre ce problème-là. Si une machine se comporte mal, on dira que la machine, donc elle ne sert plus à rien. On fait en sorte que toutes ces fonctions soient remplies par d'autres machines qui sont encore en bon état. Et globalement, ça va. Petite subtilité, s'il y avait des données sur le disque dur de la machine, enfin un des disques durs de la machine qui était unique, vos données sont maintenant offline. Donc soit vous réparez la machine très très vite et vous pouvez récupérer vos données, soit il fallait penser à mettre ces données-là backupées ailleurs et accessibles tout de suite, parce que s'il faut les restaurer depuis un backup, vous avez le même problème. Ok, voyons plus gros. Un switch. Généralement, dans pas mal de data centers, vous avez un switch pour un rack, c'est-à-dire un switch qui va avoir 40 machines. Bon, bah, si le switch crame, vous perdez 40 machines. C'est pas très différent de perdre une machine au final quand vous en avez beaucoup, mais ça implique quelques trucs. Si vous aviez des données sur le disque d'une machine et que vous avez redondé ces données sur le disque de la machine juste à côté dans le même rack, enfin juste au-dessus ou juste en dessous plutôt, bah, vos données elles sont toujours inaccessibles le jour où le rack crame. Donc il fallait penser à les mettre à l'autre bout du data center. Si les circuits de distribution d'électricité foirent, vous perdez 1 à 10, voire plus de racks. Ça dépend comment est fait votre data center. Donc, ça peut devenir un petit peu embêtant quand même. Vous pouvez perdre des machines comme ça, parce que les machines supportent assez mal le fait d'avoir des alimentations électriques qui prennent des courants complètement aléatoires. Vous pouvez perdre des disques, c'est-à-dire que les données qui étaient dessus sont vraiment perdues pour le coup. Vous perdez aussi une partie du réseau, donc il faut penser à redonder votre réseau. Ça commence à devenir un petit peu embêtant, non? Voyons plus gros. Vous perdez un data center entier. Ouais, ça arrive jamais. Il y a 1 an et demi, il y avait la côte nord-est américaine qui s'est pris des inondations à répétition et des catastrophes météorologiques. Pas mal d'entreprises ont perdu leur unique data center parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'avoir 2 data centers et ils les avaient foutus sur la côte atlantique des États-Unis. C'était pas de bol. Les assurances ont été très mécontentes parce que beaucoup de boîtes ont dû fermer à cause de ça. Il y a eu beaucoup d'argent à verser. Donc oui, ça arrive. Et si vous avez quelque chose d'assez critique ou quelque chose d'assez gros pour penser à la perte d'un data center, pensez-y, parce que c'est quelque chose qui arrivera un jour. Il n'y a aucun data center qui essaye. Vous pouvez le mettre sous une montagne, la montagne s'effondrera un jour. Ou peut-être que le gouvernement décidera que ce data center n'a plus le droit d'être là et coupera le courant, toutes les arrivées du courant, et vous autorisera pas à avoir de l'essence pour faire tourner vos groupes électrogènes. Tout peut arriver. Il faut y penser. Et nous, on fait ça. C'est chouette, hein. Du coup, vous avez tout intérêt à mettre vos data centers un peu partout dans le monde. Un autre avantage de ça, c'est que du coup, si vous avez votre forum, et vous l'avez rendu un peu plus international depuis, il est dans toutes les langues maintenant, ça veut dire que vous avez des utilisateurs en France, vous avez des utilisateurs en Amérique du Nord, vous en avez en Asie. Du coup, vous voulez avoir des data centers un petit peu partout. On a répliqué notre petit système qu'on avait vu tout à l'heure, hein, c'est le même. Maintenant, il est 3 fois dans le monde. Et puis on peut le faire plus que 3. Hein. Après, si vous avez les moyens de vous payer plein de data centers, faites-vous plaisir, quoi. On a un autre problème maintenant. On savait comment dire à un utilisateur comment trouver notre installation. Maintenant, on a nos installations. Comment on décide que l'utilisateur qui est ici et qui fait une requête, il doit aller ici? C'est ce qu'on appelle du load balancing géographique. Ça consiste simplement à dire à votre serveur DNS que quand il reçoit une requête, il doit regarder d'où elle vient et dire toi tu viens du Mexique, tu as plutôt intérêt à aller en Amérique du Nord parce que le réseau sera meilleur pour toi plutôt que de traverser l'Atlantique. Ça semble tout bête, mais c'est quelque chose auquel il faut penser. Il y a pas mal de solutions pour le faire. C'est effectivement pas très compliqué. Maintenant, vous allez avoir un autre problème, parce qu'on a dit qu'un data center, ça pouvait se perdre. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand on a perdu un data center? Il faut que tout le trafic qui était en Europe et qui voulait aller au data center européen qu'on vient de perdre, parce qu'il y a eu une révolution en Allemagne, là où vous avez mis votre data center. Du coup, il n'y a plus de courant, plus d'essence. Enfin, voilà, le data center il est complètement hors d'usage. Il faut que tout le trafic des utilisateurs européens autour de l'Allemagne, parce qu'ils n'ont plus Internet là-bas, donc on s'en fiche, puisse aller en Amérique du Nord ou en Asie, en fonction de là où il y a de la capacité de servir vos requêtes. C'est un peu le même principe de load balancing que ce qu'on avait avant, mais ça implique quand même de penser ça encore à une échelle au-dessus. On a toujours le load balancing qu'on a dans chacune de nos petites boîtes. On a des load balancers à ce niveau-là. Donc c'est un niveau de load balancing encore au-dessus. Ok, on peut le faire. C'est pas trop difficile. Alors, toutes les solutions qu'on a eues jusqu'à présent pour répondre à ces problèmes, ça a toujours été la redondance. Si une machine crame, il nous faut une deuxième machine. Si un rack crame, il nous faut un deuxième rack. Si un data center crame, il nous faut un deuxième data center.
On peut faire de la redondance à peu près tous les niveaux, mais dans tous les cas, si vous voulez prévoir une panne au plus haut niveau, il faut de la redondance au plus haut niveau. Donc si vous voulez prévoir le cas qu'un data center peut cramer, eh ben, il faut un deuxième data center. Vous ne pouvez pas y couper, il n'y a pas d'autre solution. Un exemple, on va parler de redondance un petit peu. On va revenir aux bases de données. L'exemple le plus simple de redondance pour la base de données, ce qu'on appelle le master slave ou le hot spare. Vous avez une base de données ici qui prend en général 100% des requêtes. L'autre base de données ici se contente de rester synchronisée avec la première. Et le jour où la première base de données crame, l'autre peut récupérer 100% du trafic. Pas de problème. Vous venez de payer 2 machines qui vont servir de base de données, là où vous avez bien que d'une seule en temps normal. Ça marche, mais c'est un petit peu embêtant. Alors, on peut être un petit peu plus intelligent que ça. On peut faire qu'en temps normal, déjà, ils n'ont que 50% de la charge. Vous risquez d'avoir peut-être un peu des meilleures performances, parce que si vous faites tourner du software ou du hardware proche de sa limite, vous allez peut-être être parfois un tout petit peu au-dessus et puis avoir des dégradations de performance. Là, vous avez de la marge sur les deux, donc vous êtes plutôt tranquille. Bien sûr, ça ne change rien en fait que si un des deux crame, l'autre récupère 100% du trafic et vous êtes toujours payé 2 machines pour faire le travail d'une seule machine. C'est embêtant. Alors où est-ce qu'on peut devenir plus intelligent que ça? C'est si vous commencez à avoir une échelle un peu plus grande, dans le cas où vous avez besoin de 3 bases de données pour gérer votre trafic, vous pouvez quand même perdre une des 3 machines, pardon. Les 2 autres machines pourront gérer, mais vous avez payé qu'une machine en RAB pour 2 machines utiles. C'est plutôt pratique, non? Si vous avez 10 000 machines et que vous en perdez une, bah vous avez toujours 9 999 machines qui peuvent servir votre trafic. Vous n'avez payé qu'une seule machine en trop. Bien sûr, ça c'est dans le cas où vous ne pouvez ne perdre qu'une machine. Si vous avez 10 000 data centers, vous pouvez perdre un data center, c'est pas un problème. Alors, au-delà de la redondance, au-delà des problèmes de tout se passe mal, il y a le problème de tout se passe bien. Quelquefois, on a beaucoup trop de trafic par rapport à ce qu'on avait prévu. Parce qu'on est d'accord qu'on a budgété nos 10 000 machines en fonction de ce qu'on pensait être nécessaire pour 100 millions d'utilisateurs. Imaginons maintenant que je sais pas, la télé parle de vous et vous avez d'un coup 200 millions d'utilisateurs. Bah, du coup, vos 10 000 machines vont probablement pas suffire. Vous aurez besoin de plus de machines. Déjà, on a probablement acheté 20 000 machines parce qu'on voulait faire de la redondance. On a fait 2 data centers. Mais même ça suffira probablement pas. Il y a plein de trucs qui peuvent générer des pics comme ça. Google a des exemples assez intéressants. Google est généralement la première ressource vers laquelle les gens se tournent en cas de catastrophe naturelle. Ce qui est à la fois très flatteur et très très effrayant parce que ça veut dire que si Google est offline pendant une catastrophe naturelle, ce qui est généralement un risque puisque s'il y a une catastrophe naturelle, c'est assez dur d'être online, les gens sont assez désorientés. Pendant ces mêmes inondations qu'il y a eu dans le nord-est des États-Unis, les gens se sont beaucoup tournés vers Google, qui était à peu près la seule source d'information fiable qu'ils avaient, puisque les mairies étaient complètement débordées, enfin tous les services publics étaient débordés, et au final les gens se servaient du net pour trouver les infos, genre où est-ce qu'il y a de l'eau potable, où est-ce qu'il y a de l'électricité, où est-ce que je peux recharger mon téléphone parce que j'ai plus de batterie pour trouver les autres infos utiles, ou trouver de la nourriture pour bébé, ce genre de choses. Google a réussi à rester online pendant ce truc-là, ce qui était pas gagné d'avance, mais bon, bah, c'est pour ça qu'on travaille, quoi. Mais bon, c'est des genres de trucs où au final, c'est pas juste une question de trop de succès, c'est une question qui dépasse ça. C'est une question de vie ou de mort pour certaines personnes, quoi. Donc il faut prévoir pour ça. Si votre service peut être assez critique pour ça, vous n'avez pas le choix. Enfin, moralement, vous ne pouvez pas faire autrement que prévoir pour ce genre de cas, quoi. Si vous avez un service un peu plus simple, votre petit forum, qui a quand même bien grossi, mais bon, ça reste un forum qui vous pensez ne pas être nécessaire aux gens, vous pouvez utiliser des technologies comme par exemple Amazon EC2 ou Google Compute Engine qui vous permettent de simplement racheter plus de RAM, acheter plus de corps et faire tourner votre service sur des machines plus grosses très facilement. Bien sûr, ça a un coût, mais l'avantage, c'est que c'est vachement élastique. Le jour où vous avez une multiplication par 2 de votre utilisation, vous rajoutez 2 fois plus de RAM, 2 fois plus de CPU et vous êtes tranquille, normalement. Si vous avez bien pensé votre software. D'autres solutions, c'est simplement de faire que votre code utilise moins de ressources. Vous pouvez faire ça, par exemple, en utilisant des algorithmes qui vont envoyer des résultats un petit peu moins bien, mais qui sont quand même moins coûteux. Pour Google Search, ça pourrait être désactiver la correction orthographique, désactiver la recherche de synonymes, désactiver plein de fonctionnalités qui ne sont pas essentielles, au final, à Google Search. Mais on aura quand même un truc qui marchera. Les gens pourront quand même chercher. Une solution qui est souvent utilisée, qui est utilisé surtout quand on n'a pas trop les moyens financiers de se payer tous ces trucs-là,
C'est simplement de faire des invitations ou un système pour limiter le nombre de gens qui peuvent accéder à votre application. Ça marche, mais ça a l'effet pervers que du coup, vous aviez plein de succès et vous n'avez plus du tout ce succès-là après. Ou alors, il y avait des gens qui avaient besoin de votre application pour des trucs très importants et qui n'ont pas eu accès parce que vous aviez limité. Donc, ce n'est pas une solution super efficace. Si un jour, vous launchez des applications publiquement, je sais pas, vous faites une startup et vous allez faire un launch et vous faites beaucoup de communication, pensez beaucoup à l'effet de pic d'utilisation du début, quand plein de gens vont lire votre communiqué de presse ou entendre parler de vous à la télé, vont venir sur le site pendant 5 minutes et vont plus jamais revenir. Vous devez être capable de servir ces 5 minutes. Même si ça ne revient plus jamais, c'est quand même des minutes qui sont essentielles. Donc pensez à des technologies qui vont vous permettre de supporter ce genre de cas d'utilisation. Alors, on a quelques autres trucs. Donc on a parlé de redondance, on a parlé de load balancing, on a parlé de comment rendre votre petit forum, comment faire un truc énorme qui scale. Je vais parler d'autres considérations qui sont accessoires à ça, mais que vous aurez besoin de faire de toute façon si vous faites des grandes applications de ce style-là, des trucs énormes. On a donc 10 000 machines. Vous ne pouvez pas nommer 10 000 machines avec des noms symboliques. Déjà, ils n'ont pas de nom symbolique en fait ici, les machines A42, je dis pas de conneries. Non, c'est des noms avec des numéros, des rangées et tout. Ça, c'est pratique, c'est vachement facile. Si vous voulez les nommer avec, je sais pas, les noms de... Enfin, à une époque, je nommais toutes mes machines avec des noms de bières. Ça marchait bien, mais au bout de 20 machines, j'avais du mal à savoir quelle machine était laquelle. Et au bout de 5000 machines, je pense que j'aurais du mal à nommer mes bières. Une approche assez intelligente que j'avais vue, c'était des noms d'espèces d'araignées en latin. Ça marchait bien, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est pareil, c'est pas très pratique de se rappeler quel software tourne sur quelle machine. Donc vous aurez besoin d'un système pour gérer ça. Une espèce de base de données qui vous dira quelle machine fait quoi, quelle machine a quelles caractéristiques, parce que 10 000 machines, vous n'allez pas les acheter toutes d'un coup, si c'est le début en tout cas. Du coup, vous aurez des machines avec un cœur, des machines avec 2 cœurs, des machines avec 4 cœurs, des machines avec 16 cœurs, parce qu'il y en a qui sont plus vieilles que d'autres, des machines où il y aura un certain nombre de gigas de RAM, d'autres où il y en aura plus. Du coup, certaines machines pourront faire tourner certains logiciels, d'autres non. Et votre base de données va être capable de vous dire quelle machine fait tourner quoi en fait, quelle machine a quelle responsabilité. Le meilleur moyen d'être sûr que la base de données a raison, c'est de faire en sorte qu'elle ait raison. C'est-à-dire que si la base de données dit que telle machine fait tourner ça, bah si la machine ne le fait pas, vous rebootez la machine jusqu'à ce qu'elle le fasse. Ou vous forcez la machine à faire tourner les bons trucs. C'est pas très compliqué en soi, c'est simplement une base de données avec quelques champs, combien de RAM, combien de CPU, une autre table pour dire quel logiciel tourne où. Mais bien sûr, plus vous allez avoir des machines diverses, plus vous allez avoir des logiciels divers avec des contraintes variées, etc., plus ça va être dur de maintenir votre base de données. Il y a des équipes entières à Google qui sont dédiées à faire tourner ces bases de données-là, et croyez-moi, pas simple. Ok, on a nos machines, on a nos logiciels qui tournent dessus, on a du trafic qui arrive dessus, et maintenant on veut on veut upgrader, on veut faire une nouvelle version. Si vous êtes petit, vous pouvez dire de 19h à 20h demain, le site sera offline. Si Google vous envoie un mail comme ça, généralement c'est pas une bonne chose, c'est un scam. Ne l'écoutez pas. Du coup, comment faire? On peut pas tout éteindre pour tout mettre à jour et puis tout relancer. Du coup, il faut mettre à jour petit morceau par petit morceau par petit morceau. Ça n'a pas l'air très compliqué au final. On va éteindre un petit bout, le mettre à jour, le rallumer, et c'est bon. Le problème, c'est que ce petit bout de votre service, il parle au reste de votre service. Si vous avez... Je ne sais pas si j'ai le diagramme ici. Non, je n'ai pas le diagramme. Quand vous aviez vos 10 000 web serveurs et vos 10 000 serveurs de base de données, si vous upgradez 5 web serveurs, globalement, ça va aller. Mais si vous changez la façon dont il parle à la base de données, là, par contre, il faut que les bases de données soient prêtes à entendre la nouvelle façon dont le serveur web va lui parler. Et tant que vous n'avez pas upgradé tous les serveurs web, vous ne pouvez pas enlever de la base de données l'ancien protocole, l'ancienne façon de leur parler. Donc vous devez absolument faire en sorte que votre logiciel soit capable non seulement de comprendre les anciennes versions de vos protocoles, de vos formats de fichiers, de tout ce qui peut faire que deux parties logicielles communiquent. Et vous devez aussi être capable, d'une certaine façon, de traiter les formats futurs. Même si vous ne les connaissez pas encore, la première chose à faire, c'est déjà de ne pas cracher quand vous recevez un truc que vous ne comprenez pas. Ça, on vous l'a appris normalement ici, donc ça va. Mais pensez-y toujours. C'est pas parce que vous refusez, c'est pas parce que vous avez une spec qui vous dit que le protocole c'est ça, ou que le format de fichier c'est ça, qu'on ne va pas la changer plus tard. Peut-être qu'on va rajouter des fonctionnalités qui nécessitent de changer ce format. Et vous devez être capable aussi de comprendre des trucs qui peuvent être très très vieux. La raison de ça, c'est les backups.
Le jour où vous allez avoir un gros problème, vous allez restaurer depuis les backups sont vieux de 6 mois. Si le format de fichier a changé 5 fois, vous avez peut-être enlevé les fonctionnalités qui géraient le vieux format de fichier d'il y a 6 mois. Manque de bol, vos backups datant de 6 mois, bah vous pourrez jamais les restaurer. C'est un peu emmerdant. Et puis bon, un truc un peu général à penser, c'est qu'est-ce qui se passe quand c'est un truc auquel on n'avait pas pensé. Il y a toujours des trucs qui nous dépassent. Il y aura toujours des trucs plus gros que ce qui était vraiment prévu ou que ce qui était que c'était considéré comme possible. Il y a plein de gens qui vous diront non, je peux pas perdre mon data center, c'est pas possible. Bah si, tu peux le perdre, c'est assez facile en fait. Ou non, jamais des backups corrompus. Bah si, les backups ça se corrompt. Que ce soit parce que vous l'avez mal écrit ou parce que je sais pas, vous les mettez sur des bandes magnétiques et votre checksum est pas bon. Et... il y a plein de problèmes qui peuvent causer ça. Il faut toujours être capable de revenir à des solutions de base qui sont des choses qu'on peut croire. Il faut que vous puissiez dire je sais restaurer depuis des backups, même s'ils sont vieux. Je sais redémarrer tout mon data center s'il a été éteint. C'est un truc auquel on ne pense pas à ça. Mais quand vous allez redémarrer toutes vos... Vous vous rappelez du petit arbre de service là? Il y a plein de serveurs qui parlent les uns aux autres. Dans quel ordre on les démarre? Peut-être que le premier, il va pas accepter de démarrer s'il n'a pas des back-ends qui sont déjà initialisés. Ça pourrait être un problème. Donc vous devez être capable toujours de restaurer un service à partir des conditions les plus nulles possibles en fait. Si vous pouvez imaginer une condition plus nulle, bah, essayez de bosser à partir de là. Vous êtes capable de partir de zéro. Toutes les machines sont éteintes et qu'est-ce qu'on fait? Faut tout réinstaller depuis des disquettes. Bah, ok. Bon, peut-être depuis des CD. Mais, alors un problème avec ça, c'est que ça rend les procédures comme ça extrêmement complexes. Si vous devez être tout capable de réinstaller depuis des CD, alors que vous avez une plateforme technique qui est énorme et une stack qui est complètement démesurée, avec je sais pas 500 services différents qui tournent, personne ne les connaîtra en entier, c'est sûr. C'est là qu'intervient une des fonctionnalités accessoires, comme je disais, du boulot de SRE. Le fait d'être on-call, d'astreinte sur ces services, nous permet aussi de nous former, et permet n'importe qui le fait, de se former à la réponse aux problèmes. C'est-à-dire qu'il y a des petits problèmes qui arrivent tout le temps. Être capable de bosser sur ces petits problèmes vous donne la capacité plus tard de mieux appréhender des gros problèmes. Vous apprenez comment marche le système en profondeur parce que vous avez débugué pendant des heures. Pourquoi est-ce que cette page était trop lente ou pourquoi est-ce que je sais pas, cet utilisateur ne pouvait pas charger son compte. Mais une fois que vous avez débugué ça, vous pourrez être capable mieux de débugger pourquoi est-ce que toutes les pages mettent 10 minutes à s'afficher ou pourquoi il n'y a aucun utilisateur qui peut se loguer. Qui sont des problèmes beaucoup plus gros. Il faut penser là-dedans que personne n'est éternel. Il y a des gens qui vont partir, il y a des gens qui vont partir bosser dans d'autres teams, des gens qui vont partir bosser dans d'autres boîtes. Il peut arriver qu'une équipe entière meure écrasée par un rocher pendant un événement quelconque où ils étaient tous partis. Ça, c'est pas arrivé encore chez Google, mais c'est un truc auquel il faut penser. Il faut de la redondance aussi dans vos teams, ou en tout cas dans vos individus. On appelle ça le bus factor. Combien de personnes sur votre team peuvent être percutées par un bus au même moment sans que votre boîte coule? Là non plus, c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais c'est quelque chose auquel il faut penser. Dès que vous devenez un petit peu gros, il faut être capable de dire je ne dépends pas de cette personne unique. Si tu dépends d'un humain unique, l'humain est très très... il peut échouer à n'importe quel moment, il peut mourir, il peut partir, il peut changer d'avis, il peut décider qu'il t'aime plus. Si tu dépends d'un humain en particulier, il t'arrivera de la merde un jour forcément. Même toi-même, si tu es tout seul à faire tourner ta boîte, bon, il y a peut-être que toi qui t'en fiches si ta boîte coule après, hein, mais si tu es critique à ta boîte, c'est ta responsabilité de dire je vais former quelqu'un d'autre à être au même niveau de compétence que moi pour le cas où je meurs ou je sais pas, je suis dans le coma et je peux pas aider quoi. Et bien sûr, il faut documenter. Alors là, je suis heureux parce que mon boulot, c'est pas de documenter le truc des autres, mais c'est de vérifier que tout le monde fait sa part de documentation. Je documente ce que j'ai codé, hein, bien sûr. J'espère que vous documentez ce que vous codez. Vous le documenterez plus tard. Il y a des binômes qui se regardent là. Il y a eu des regards tellement méchants. Mais voilà, il faut que non seulement vous documentiez ce que vous faites, mais que vous vérifiez que les autres personnes documentent ce qu'elles font, que leur documentation est adéquate, parce que c'est facile de documenter pour rien dire. Hein. Écrire de la documentation technique pour rien dire, tout le monde sait le faire. Écrire de la doc utile qui vraiment sera utile le jour où ton data center tu dois le rallumer parce qu'il y a une panne électrique, là par contre c'est un peu plus dur. Et puis bien sûr, comme il y a beaucoup de documentation du coup, parce que tout le monde a bien documenté, tout le monde a écrit plein de trucs, il faut vérifier que la documentation est à jour. Parce que si tout le monde écrit plein de docs tout le temps, la documentation va être très vite obsolète. Ou alors, peut-être pas très vite, mais elle finira par être obsolète. Et du coup, il faut aussi prendre le temps de vérifier quel doc est obsolète, la maintenir. Et ça, c'est aussi une responsabilité que
tout le monde a au final dans n'importe quelle entreprise, mais qu'il est important si vous avez la fiabilité, la fiabilité à l'esprit, c'est important que vous le fassiez, c'est de vérifier que tout le monde fait sa part de documentation. D'aller faire chier les gens et lui dire ouais, t'as codé ça, c'est super cool, mais est-ce que tu pourrais le documenter s'il te plaît, quoi. Et c'est quelque chose qu'il faut que vous pensiez à faire. Même si votre boulot, c'est pas la fiabilité, c'est quelque chose qui est un peu l'affaire de tout le monde, quoi. Et c'est déjà la conclusion. La conclusion, c'est en quelque sorte facile, même si c'est très compliqué, de faire des très bons produits. C'est beaucoup plus difficile de faire des très bons produits qui vont fonctionner pour tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est toute une planète. Si un jour vous fondez une startup, j'espère que votre but, ce sera toute la planète. C'est très noble, c'est très difficile, hein, bien sûr. Il y a toute la planète n'a pas Internet de toute façon, donc ça va être probablement impossible pour le moment. Mais dites-vous que, quelle que soit la taille que vous visez, il faut viser plus haut. Toujours. Dites-vous que si vous pouvez gérer 1 million d'utilisateurs, bah bientôt vous en aurez 5 millions. Et du coup, vous aurez un problème. Donc prévoyez les problèmes toujours longtemps à l'avance. C'est un boulot qui n'est pas forcément le boulot du produit, c'est pas forcément un boulot que tout le monde a envie de faire, c'est pas le boulot qui se voit le plus, au contraire c'est le boulot qui se voit que quand ça marche pas. Mais moi je trouve que c'est un boulot intéressant quand même, et j'espère que c'est un boulot qui vous intéresse. Si c'est un boulot qui vous intéresse, bonne nouvelle, Google recrute. Et là j'arrive à la partie de la conférence où normalement les gens se réveillent un petit peu. Pourquoi est-ce que vous auriez envie de bosser chez Google? Peut-être que vous le savez déjà, peut-être pas. Donc je vais parler un petit peu de pourquoi c'est super cool de faire mon job. Google est le meilleur endroit du monde où travailler. Ça fait prétentieux comme ça, sauf que c'est pas moi qui le dis. C'est le magazine Fortune qui en 2014 a élu Google meilleur endroit du monde où travailler. Tout comme en 2013, ils avaient élu Google meilleur endroit du monde où travailler. Tout comme en 2012, ils avaient élu Google meilleur endroit du monde où travailler. En 2011, ils avaient élu Google 4e meilleur endroit du monde où travailler, comme en 2010 d'ailleurs. Et en 2009, je crois, 2e meilleur endroit du monde où travailler. Mais bon, globalement, on n'est pas trop mal. Parmi tous les endroits du monde où on peut travailler, ce qui fait quand même pas mal d'endroits. Pourquoi c'est le meilleur endroit du monde où travailler? Bon, il y a beaucoup de vidéos, de témoignages, etc. sur le net. La meilleure chose pour moi, à mon avis, c'est de bosser avec des gens qui sont compétents, en général. Tu clignotes. C'est assez éblouissant. De bosser avec des gens qui sont compétents, des gens qui ont la capacité de faire le boulot pour lequel ils ont été embauchés. Ça a l'air de rien, mais je ne sais pas combien d'entre vous ont eu la chance de bosser avant dans, je sais pas, un emploi de bureau ou quelque chose comme ça. Si vous n'avez pas eu ça, regardez le film Office Space, vous aurez une meilleure idée de comment ça se passe. C'est très très dur de bosser avec plein de gens et d'avoir confiance dans tous ces gens-là. Et j'ai confiance dans mes collègues pour le fait qu'ils fassent leur boulot, et ça c'est quelque chose d'extrêmement confortable. Après, il y a des avantages beaucoup plus bassement matériels, comme par exemple de l'excellente nourriture tous les matins, midi et soir, entièrement gratuitement. Entre les repas, il y a des petites cuisines avec des snacks tout le temps pour se servir, faire un café, prendre des barres chocolatées, des fruits, enfin ce que vous voulez. Merci. Il y a d'autres trucs qui sont simplement un peu du luxe, quoi, comme il y a des massages dans les bureaux, ou alors des trucs fun, comme par exemple, je sais pas, des scooters électriques pour se balader dans les bureaux en ayant l'air cool. Des toboggans pour passer d'un étage à l'autre, des barres de pompiers, des trucs comme ça. Enfin, des trucs sympas. Mais bon, ça, c'est presque accessoire. Une autre vraie raison de travailler chez Google, c'est que techniquement, c'est quand même vraiment cool. On embauche des gens qui sont techniquement plutôt doués, en général, on essaye. Comme je l'ai dit, c'est des gens qui sont fiables techniquement, donc c'est qu'il y a une raison. Du coup, on leur donne des boulots cool à faire. Ça sert à rien d'embaucher les meilleurs gens du monde si c'est pour leur donner de la merde à faire. Donc on essaie quand même de donner des défis techniques. Après, c'est aussi à chacun de trouver ses défis techniques, de décider dans quelle direction il souhaite évoluer, dans quelle direction il pense que c'est utile de travailler. Mais vraiment, il y a beaucoup d'excellents boulots à faire là-bas, quoi. On a des gens qui sont parmi les meilleurs chercheurs de leur catégorie. C'est toujours très intéressant d'aller bosser avec eux ou de leur poser des questions. Il n'y a pas si longtemps, on avait encore Guido van Rossum, donc le créateur de Python, qui était à Google. Un jour, j'ai eu une question en Python, j'ai posé une question sur ML Python et c'est lui qui m'a répondu. Ça fait un choc. Une autre raison assez cool de bosser chez Google, c'est que le jour où vous aurez amélioré d'1 milliseconde la vitesse de chargement de la homepage Google, bah, vous pouvez calculer qu'il y a, je sais pas combien il y a de requêtes sur cette homepage par seconde, mais allez, on va dire qu'à 42, il y a combien déjà? Il y a 1 millier d'étudiants à peu près, 800 étudiants. Bon, vous allez combien de fois sur Google par jour? Jamais. Ok, disons que vous allez tous sur Google une vingtaine de fois par jour. On a déjà gagné
plusieurs secondes par jour, rien que sur 42, quoi. Multipliez ça, enfin, prenez ça à la taille de l'humanité. Hein. Ça fait un score assez intéressant. Juste pour une petite milliseconde de gagner. Donc niveau impact, c'est plutôt cool. C'est plutôt quelque chose qui, je sais pas, qui valorise le travail, quoi, qui donne envie. Donc si je vous donne envie, en pratique, comment ça se passe? Il y a deux façons principales de bosser chez Google, les stages et les boulots à temps plein. Les boulots à temps plein, je ne vais pas en parler beaucoup parce que j'imagine que ici c'est pas encore trop nécessaire. Pour les stages, idéalement, il faut postuler environ maintenant. Genre jusqu'à fin janvier, c'est pas mal. Ouais, vous pouvez noter l'URL, c'est une bonne idée. Mais je pense que je peux envoyer un mail plus tard ou un truc. Vous aurez des liens de toute façon. Les stages sont a priori tout à fait compatibles avec 42 de ce que j'en ai compris, enfin des périodes de stage de 42. Ça ne devrait pas poser de problème des différentes discussions que j'ai pu avoir. Sinon ils partent pas en stage. Ok. Motivation. Ah, petit détail technique quand même. Il faut parler anglais parce que tout chez Google se fait en anglais. Même si vous êtes à Google France, vous devez parler anglais. Tous les trucs techniques, c'est en anglais, c'est impassable. Donc, bossez vos anglais, enfin, bossez votre anglais. Comment? Parfait. Bonne initiative, dépêchez-vous. Alors, pour les stages, des étudiants de première année, quelle que soit l'école, c'est généralement un truc où on n'attend pas encore tout à fait d'avoir le background technique assez diversifié pour faire un stage chez Google. La plupart des stages chez Google, on vous donne quand même un sujet de stage, mais c'est quelque chose qui est assez en autonomie, où on attend quand même pas mal que vous définissiez vous-même le travail que vous voulez faire, que vous apportiez votre propre expertise, vos propres idées dessus. Pour les gens en première année, on a un programme qu'on appelle le STEP, Summer Training Engineering Program, qui est un stage un petit peu plus dirigé. On attend moins de vous que vous soyez complètement capable de définir entièrement votre stage par vous-même, etc. Et en discutant avec plusieurs personnes, en discutant avec des recruteurs chez Google, on s'est dit que c'est un truc qui pourrait vous coller pas trop mal. En plus, vous avez de la chance, il vous reste un petit peu plus de 2 semaines pour postuler. Vous pouvez noter l'URL à nouveau. C'est la même. Ouais, mais si vous ne l'avez pas noté, vous pouvez. Vous passez les critères de ça, c'est pas un souci. Préparez un CV qui marche bien, qui montre ce que vous faites. Vous allez me dire, j'ai pas grand chose à mettre sur mon CV pour pas mal d'entre vous, c'est pas grave, montrez que vous avez au moins fait un an d'études en informatique, que vous êtes intéressé, que vous êtes curieux, mettez des hobbies en rapport avec l'informatique. Enfin, je dis pas de mentir sur votre CV, mais mettez-vous en valeur, quoi. Montrez que l'informatique ça vous intéresse, que ça vous passionne. Et vous aurez pour ce truc-là une lettre de motivation à écrire, en anglais bien sûr. Hein. Si vous parlez pas anglais, c'est même pas la peine d'essayer. Si vous parlez anglais, ce sera pas un problème. Si vous parlez pas encore anglais et que vous allez parler anglais d'ici le prochain stage, je sais pas trop comment c'est dans votre cursus, boostez votre anglais et vous reviendrez pour un stage, les stages du slide d'avant, ceux-là, là, d'ici 1 an, 2 ans, je sais pas, j'en sais rien. Quelques petits trucs qui peuvent intéresser certains d'entre vous et d'autres non. Google fournit des bourses aussi. Alors il y a des bourses un peu toute l'année. Là, je vais parler de 2 bourses qui sont ouvertes pour le moment. Il y en a une pour les filles dans l'informatique, le Anita Borg Memorial Scholarship, qui a pour but d'encourager le fait qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de filles dans votre amphi et qu'il devrait y en avoir plus. D'encourager le fait qu'il y en ait plus, justement. Donc on vous donne... Ah non, il y en a besoin pour là-haut. Si, il y en a 3. Ah si, ça marche. Suffisait de le rebooter. Non, en plus, il y a 3 micros, donc c'est bon. Donc ouais, si vous êtes une fille et que vous pouvez défendre les couleurs de pourquoi est-ce que c'est important qu'il y ait les filles dans l'informatique, allez-y. De même, si vous avez un handicap, il s'avère que les gens handicapés sont très mal représentés dans l'informatique. Du coup, Google essaye de remédier à ça. Et c'est un peu les mêmes conditions. Vous pouvez noter les URL ou alors je les enverrai plus tard. Si vous n'avez pas de handicap et que vous n'êtes pas une fille,
y a d'autres bourses, d'autres façons d'encourager les étudiants, d'aider les gens qui ont du potentiel, qui sont ouvertes le reste de l'année. Elles ne sont pas ouvertes en ce moment, mais il y en aura plus tard. Sur google.com/students, vous aurez /jobs/students, vous aurez des infos là-dessus au fur et à mesure qu'elles ouvrent. Je connais pas le calendrier annuel des différentes bourses et des différents trucs, je trouve que ça change chaque année. Mais voilà, il y a des trucs. Si vous êtes intéressé, si tout ça vous a rendu du rêve, je vous invite à renseigner vos coordonnées à ce petit formulaire ou à scanner ce QR code et à renseigner vos coordonnées là-bas. Je vous l'enverrai aussi par mail, ou je le ferai envoyer par mail, par je ne sais pas quel moyen, ou sur un forum, j'en sais rien. Enfin, quelque part, vous le verrez en tout cas. Ça vous permet de laisser vos coordonnées, de nous envoyer un CV, de dire que vous êtes intéressé. C'est pas quelque chose qui vous engage, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais si vous le faites, ça permet juste que comme ça, Google, au cas où, a votre nom. Ça peut toujours être utile. Ils savent déjà trop de choses, dit-il. Si tu savais à quel point c'est dur de trouver des bons candidats, en fait, on envoie des gugus comme moi faire le clown devant des amphis juste pour trouver du monde, quoi. Tu te rends compte? Quand tu seras embauché, ouais. Ok, est-ce que ça vous a donné envie? Un petit peu? Est-ce que vous avez des questions? Ouais. La question est combien de data centers a Google? Je ne sais pas. C'est une bonne question. C'est pas public, mais tu as des listes sur Internet de la plupart des... C'est dur de les cacher quand même. Genre, à data center, ça se planque pas si facilement que ça. Donc tu as des listes sur le net. Ça dépend aussi de ce que tu appelles un data center. C'est un peu compliqué. Je voulais d'abord Salut. remercier les gens de chez Google de venir inaugurer cette salle parce elle marche depuis quelques heures. Bah, c'est un plaisir. Merci. Merci de venir. De rien. Bravo. Je voulais vous dire que Google, c'est une boîte fantastique pour bosser. Moi, j'ai plein de copains qui bossent dans la Silicon Valley chez Google et ils adorent tous. Alors, si vous avez le niveau, et j'espère que c'est un élément de motivation parce que le problème de Google, c'est de trouver des tops. Et il va vraiment falloir que vous bossiez pour être au niveau de Google. Mais si vous avez le niveau, Google, c'est vraiment une boîte fantastique et avec une super ambiance. Mais franchement, vu de l'extérieur, on a l'impression que c'est fun. C'est vraiment, vraiment, vraiment dur. Et il faut vraiment, vraiment, vraiment avoir le niveau. Donc, allez-y, mais bossez vraiment. Casse-les pas, c'est pas si horrible. Hein. Non, c'est dur. La sélection est bien dure et après c'est bien dur et ils prennent vraiment les meilleurs. L'ambiance est super bonne, c'est super plaisant, mais c'est dur de rentrer. Voilà. Et puis bravo à vous tous d'être venus écouter des gens de chez Google. Et puis si vous avez des questions, je vous fais passer un micro, c'est comme ça, non? C'est ça. Il n'y a plus personne qui a une question. Bah si, parce qu'après, il faut que je répète, en fait, sinon. Moi, ma question, c'était est-ce qu'il y a des technos de prédilection chez Google ou est-ce que vous êtes vraiment pluridisciplinaire et vous faites de tout? Alors, oui, en quelque sorte. Dans le recrutement, on ne cherche pas forcément des gens qui sont les meilleurs dans une techno donnée. On cherche plutôt des gens adaptables, des gens qui sont capables de, justement, d'apprendre des nouvelles technos, etc. Ne serait-ce que parce que la façon qu'on a d'utiliser les technos de prédilection est assez différente de la façon du monde extérieur. Donc les langages de prédilection, c'est C++, Java, Python, un peu de Go aussi. Go qui est un peu le langage qui monte chez Google, forcément. Après, si vous n'êtes pas les pros de ces langages-là, mais que vous êtes capable d'apprendre des langages, c'est tout aussi bien. Au contraire. Bon, ça aide quand même d'avoir un background dans ces langages-là, quoi. Après, c'est des langages assez communs, donc si vous les rencontrez jamais dans votre carrière, ce sera étonnant quand même. Donc globalement, vous aurez probablement un peu de connaissances dedans. Vous avez tous fait du C, c'est déjà pas mal. Je pense que pour le programme STEP, ça devrait le faire. Vous ne serez pas les meilleurs en C++, mais on pourra quand même sûrement vous faire rattraper la partie au moins dont on a besoin, quoi. Après, si vous êtes spécialisé dans des technos qui sont vraiment exotiques ou des technos dont on n'a vraiment pas besoin, c'est un peu plus difficile forcément de vous trouver un job à Google, quoi. Puisqu'on parlait de langage de prédilection, est-ce que si on a des idées qui sont plus cool que ce que Google fait déjà, on peut débarquer et dire j'ai une idée à faire, est-ce que je peux venir bosser chez vous sur mon idée? Alors, est-ce qu'on peut venir avec son idée chez Google? C'est pas forcément évident, ne serait-ce que parce qu'il y a beaucoup de gens chez Google qui ont plein d'idées tout le temps, donc déjà ils ont un peu priorité. Après, bon, il y a énormément d'idées qui sont lancées plus ou moins et puis qui sont jamais lancées publiquement parce qu'on se rend compte que c'est pas si bien que ça. Il y a moyen quand même de venir et d'essayer de monter son projet, hein, bien sûr.
Mais tu peux pas venir et faire que ça en fait. Enfin, Non, d'accord, mais mais est-ce que du coup c'est une porte d'entrée? C'est-à-dire que si on a une idée qu'on pense être enfin, quelque chose qui pourrait apporter quelque chose à Google aussi bien qu'au reste de l'humanité, est-ce que ça peut être une porte d'entrée, dire bah voilà, j'ai un projet, j'ai pas forcément toutes les compétences, mais du coup je sais que chez Google il y a pléthore de compétences en tout ce qui pourrait me manquer. Est-ce que c'est quelque chose qui peut marcher, quoi? Alors, la question c'est est-ce que ça peut être une porte d'entrée? Alors, il y a des jobs qui sont spécialisés dans ça en fait. Il y a des gens qui sont product managers. Leur boulot c'est de penser un produit et de le porter et de retrouver les talents autour. C'est pas un boulot de dev, c'est un boulot à part. Donc, si tu fais ça, oui, c'est un peu c'est le but du projet, quoi. C'est le but du boulot. Après, si tu es embauché comme dev, tu peux évoluer vers ce genre de poste aussi. Mais l'essentiel de ton boulot, ça reste quand même de coder sur un projet existant, quoi. Après, si vous avez l'idée géniale qui pourrait sauver Google, faites-en une startup. Enfin, qui pourrait pas sauver Google, mais qui pourrait genre rapporter des millions à Google, bah faites-en une startup. Genre, faites-vous des millions pour vous, quoi. Après, ouais, après, il y a aussi l'option de se faire racheter par Google plus tard, ou par une autre grosse boîte. Il y a une question là-bas. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a beaucoup de liens entre Google France, par exemple, et le reste du monde? Parce que si on travaille en France, on peut facilement bouger à l'étranger ou... Ouais, tout à fait. Je pense même pas en fait en termes de Google France ou Google à un autre endroit, quoi. C'est juste, on est toujours en contact avec les autres équipes. On fait beaucoup de visio. Toutes les réunions quasiment sont en visio avec au moins 2 personnes dans deux pays différents. Bouger d'un endroit à un autre, c'est assez simple aussi. Bon, après, il y a disons que si ta team est dans un pays, c'est assez difficile d'aller dans un autre pays et de bosser éloigné de ta team, quoi. Mais par contre, moi, par exemple, je suis dans une team à Zurich, en Suisse, et je bouge dans la même team à Mountain View dans quelques mois. Donc, c'est pas trop difficile. Pas d'autres questions? Ici la voix. Uriel, Oui, je t'entends. Internet a une question à te poser. Oui, Internet, je t'écoute. Combien coûte une seconde de serveur down à Google? De serveur down, probablement rien parce qu'on a d'autres serveurs. Une seconde de Google down, j'en sais rien du tout. Et c'est probablement très difficile à estimer parce que non seulement tu aurais la perte immédiate du fait que y a des clics sur des pubs qui vont pas marcher, etc. Mais tu aurais une perte de marque à long terme, etc. Donc c'est probablement quelque chose faramineux. Et je pense que si je connaissais le chiffre, j'aurais pas le droit de te le dire. Oui, mais j'avais une question ici. À quoi ressemble une de tes journées chez Google? Est-ce que tu passes 90% de ton temps à coder, 90% de ton temps à penser, 90% de ton temps dans des réunions? Alors une journée typique. Donc j'arrive vers 9h à peu près au bureau. Je prends mon petit déj. Donc généralement pour mon petit déj, je me prends un bol de fruits coupés fraîchement et je vais au bar de Google Zurich me faire servir un thé et des croissants. Une fois que j'ai fait ça, je monte, je lis mes emails du jour. On reçoit beaucoup d'emails parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire tout le temps. Donc je passe une grosse demi-heure généralement à trier mes emails pour gérer tout ce qui s'est passé pendant la nuit. Parce que bien sûr, comme Google est essentiellement basé à Mountain View, les quartiers généraux sont à Mountain View en Californie, il se passe plein de trucs pendant la nuit pour moi. Donc je lis tout ce qui s'est passé pendant la nuit. Ensuite, je passe généralement 1h30 à coder à peu près pour m'arriver au déjeuner. Je vais prendre mon déjeuner. Donc là, ça dépend. Je vais dans un des 3 restaurants de Google Zurich. Si j'étais à Mountain View, j'irai dans un des 27 restaurants de Google Mountain View. Donc ça dépend des jours. Des fois, ça va être le restaurant de sushi. Des fois, ça va être autre chose. Ensuite, l'après-midi, il y a souvent... Enfin, ça dépend des jours après. Il y a des réunions hebdomadaires, quoi. Mais bon, généralement, je pense que tous les jours... On peut dire qu'en moyenne, j'ai 1 heure de réunion par jour. Et ensuite, le reste, c'est du code et de la réflexion. Ça dépend vachement des problèmes. Il y a des problèmes qui se codent plus vite que d'autres. Il y a des problèmes où on va passer beaucoup de temps à réfléchir, on va brainstormer, on va faire des trucs comme ça. Je ne saurais pas te donner un ratio réflexion sur code. C'est assez variable. Il
Il y a les semaines où je suis on call, donc là, j'ai aussi des alertes, des fois qui vont m'interrompre pendant la semaine, donc ça change ma journée. Globalement, vu qu'on fait quand même tout pour automatiser, pour éviter d'avoir une surcharge d'alertes, justement, on n'a pas trop d'alertes, parce que tous les problèmes, dès qu'on les a, on les automatise, enfin on automatise les solutions, donc c'est pas très lourd, mais ça interrompt quand même la journée de travail. Et je pars j'attends 18h30, là où ils servent le dîner. Donc j'ai codé, travaillé et tout jusque-là, et à 18h30, je prends mon dîner et puis je rentre chez moi. Bonjour. Donc, je voulais savoir, vous disiez que un bon niveau d'anglais est important. Mais est-ce que il y a un diplôme requis ou c'est juste par rapport à la lettre de motivation s'ils voient qu'on sait parler anglais ou... Non, il n'y a pas de diplôme requis, ça se fait à l'entretien téléphonique essentiellement. Donc le processus de recrutement, alors pour les steps, je sais pas, j'imagine que tu recevras un coup de fil si ta lettre de motivation est retenue pour vérifier que tu n'as pas fait écrire ta lettre par quelqu'un d'autre, quoi, et que tu arrives quand même à parler anglais. Après, pour les stages et les jobs normaux, il y a quand même au moins des entretiens téléphoniques. Pour les jobs, c'est suivi d'un entretien sur site, dans lequel l'entretien est entièrement en anglais. D'ailleurs, si un jour vous voulez candidater pour un stage ou pour un job chez Google, entraînez-vous au format des interviews. C'est des interviews à l'américaine. C'est vous debout devant un tableau blanc à expliquer votre mode de pensée, votre mode de réflexion, ce qui vous vient à l'esprit quand on vous pose un problème technique. L'entretien téléphonique, c'est pareil, mais sans tableau blanc, avec juste de la voix. Donc c'est un peu particulier. Si vous avez jamais eu l'occasion de travailler ce format-là, essayez-le. C'est pas utile que pour Google, hein. La plupart des boîtes de la Silicon Valley utilisent ce genre de format maintenant, et même pas mal de boîtes en France au final. C'est pas le plus simple comme type d'entretien pour un candidat, je pense. C'est assez technique, c'est assez fatigant, surtout quand on les enchaîne. Mais voilà. Et donc le niveau d'anglais, c'est est-ce que tu es capable de communiquer en anglais avec des autres ingénieurs, quoi. Donc c'est pas un diplôme, c'est pas un niveau, c'est pas une note au TOEIC ou un truc comme ça, mais c'est un test pratique au final, quoi. C'est est-ce que tu as réussi à communiquer avec le mec au téléphone? Si oui, tu arriveras probablement à communiquer avec le mec dans ton bureau, quoi. J'avais une question. Tu parlais du cadre de vie de Google. Est-ce que c'est vraiment partout pareil, qu'il soit en France ou à Mountain View ou... Il y a des différences, il y a des spécificités locales. Bien sûr, à Mountain View, comme c'est le plus gros campus, il y a des services qu'on ne trouve pas ailleurs. Par exemple, à Zurich, on n'a pas le coiffeur sur site, tu vois. Plus tu vas dans un bureau petit, moins tu as de services, évidemment. Après, il y a quand même des règles assez universelles chez Google. Tu dois jamais être à plus de 150 mètres, je crois, d'un endroit où il y a de la nourriture, enfin des snacks et des boissons. Donc les bâtiments sont construits de façon à ce qu'il y ait toujours ce qu'on appelle les micro-kitchens, des petites cuisines avec des trucs à manger et tout. Et tous les sites Google, où que tu sois, tu auras toujours de la nourriture gratuite. Ça, c'est l'espèce de garantie minimum. Après, voilà, il y a des bonus fun, par exemple des toboggans, on en a à Zurich, mais il n'y en a pas à Paris, tu vois. Paris a d'autres trucs cool. Et puis après, chaque site a un peu ses spécificités locales, parce que chaque site se dit, tiens, on veut faire un truc qui colle qui colle au thème de la ville, ou genre à Paris, il y a des micro-kitchens décorés comme des stations de métro, par exemple. Ça, c'est typiquement parisien, quoi. Il n'y aurait pas ça à Zurich. À Zurich, on a des télécabines qui servent de salle de réunion. Ça, on n'aurait pas ça à Paris. À Mountain View, il y a un peu tout, parce que c'est beaucoup plus gros, donc ils commencent à être à court d'idées, donc ils font n'importe quoi maintenant. Bonjour. J'ai déjà lu pas mal de choses concernant Google, et ils ont quand même la réputation d'être très exigeants niveau temps envers leurs employés. Donc j'imagine que 35 heures par semaine, déjà, c'est pas la peine, mais 60 heures... Enfin, c'est quoi le volume horaire exigé à Google? Alors, il n'y a pas de volume horaire exigé. Après, c'est aussi une question de ce que tu veux faire. Il y a beaucoup de témoignages là-dedans qui viennent de teams qui ont la malchance d'avoir des deadlines fixes, comme par exemple Android. Le problème sur Android, c'est que tous les ans, tu dois lancer une nouvelle version. Donc, c'est une team qui est un peu à part. J'ai pas vraiment de volume horaire précis. Je fais à peu près 40 heures par semaine, mais c'est variable, quoi. Personne vérifie l'heure à laquelle j'arrive ou l'heure à laquelle je pars, ça c'est clair. Après, il y a des gens qui ont beaucoup d'ambition, qui vont bosser beaucoup plus aussi pour avoir de l'avancement et tout. De manière générale, personnellement, je trouve pas que Google soit une boîte très stressante dans laquelle bosser. Au contraire. Une autre question de la part d'Internet. Vu Internet. qu'actuellement le programme STEP n'est pas disponible en France, peut-on effectuer un stage chez Google à l'étranger?
Bah ouais. Ah. Au contraire, c'est mieux. Enfin, c'est une super expérience. Je recommande de le faire, quoi. Je pense pas du tout que 42 ait des objections à avoir des stages à l'étranger. Au contraire, hein, à mon avis, c'est plutôt valorisé, quoi. Donc, ouais, bien sûr, ouais. C'est pas Google qui va s'y opposer, et c'est pas 42 non plus, donc c'est vous et vos préférences. Du coup, je rebondis parce que j'avais une autre question, mais je rebondis sur celle-là. Du coup, quand on postule sur Step ou d'autres programmes, on a le choix de dire bah, j'aimerais bien aller bosser là ou là ou là ou là-bas. Oui, effectivement, quand tu postules, tu peux dire t'as à un moment donné le choix de où tu veux aller. Alors bien sûr, les choix sont restreints. Par exemple, Step n'est pas disponible dans tous les bureaux Google. Donc, comme Internet l'a dit, c'est pas disponible à Paris. C'est disponible, je sais pas exactement où d'ailleurs, mais dans un petit nombre de villes, notamment Zurich, notamment Mountain View. Après les autres villes, je sais pas. Quand vous postulez, bien sûr, vous avez le choix de dire où est-ce que vous voulez aller. Où est-ce que vous pouvez aller aussi. Il y a des gens qui peuvent pas forcément aller dans certains pays pour diverses raisons. Mais bon, globalement, c'est pas un problème. C'est pas un problème majeur. Si vous voulez absolument rester en Europe, vous pouvez rester en Europe. Il y a des boulots que vous pourrez pas faire en Europe parce qu'ils sont qu'aux États-Unis, mais vous pouvez. Et donc, du coup, je pose ma vraie question. On parle beaucoup de code, du coup, forcément, puisque 42 est une école de code. Est-ce qu'on a la possibilité aussi, du coup, quand on est sur un projet, de toucher d'autres choses, genre du réseau, de la sécurité ou de l'infrastructure, de la configuration, ce genre de choses, quoi. Oui, alors après, le job dans lequel... Aller dans les salles serveurs, peut-être, par exemple. Alors, dans les salles serveurs, non, parce que les salles serveurs, donc les data centers, sont généralement assez loin, extrêmement contrôlés. Donc, y aller, c'est non. Ok. À moins que tu sois embauché à un poste dans un data center, là, tu pourras, oui, effectivement. Après, est-ce que tu peux toucher à tout ? Oui. Alors, il y a des façons de le faire. Déjà, simplement, le fait d'être employé Google, ingénieur chez Google, te donne accès à tout le code source de Google, de tous les produits Google. À quelques toutes petites exceptions près, mais tu as accès à tout. Donc ça, c'est plutôt cool. Tu peux t'intéresser à des projets qui ne sont pas le tien et ouais, bosser sur des trucs sur lesquels tu n'es pas censé bosser. Il y a 20% de ton temps qui est là, du coup, dans lesquels tu as le choix de ce que tu fais. Code, en fait. Moi, je pensais par exemple au côté infrastructure, c'est-à-dire... Infrastructure, c'est du code, en fait. Ouais, ou réfléchir à du coup quelle va être l'architecture qu'il va falloir mettre en place. Est-ce que ça va être un serveur, 2 serveurs, 10 serveurs? Est-ce que ça va être ça fait partie de ton boulot d'ingénieur. Ingénieur, c'est pas que écrire du code. Bien sûr, ingénieur, tu passes aussi beaucoup de temps à écrire des documentations, ce qu'on appelle des docs de comment ça doit être fait, à te coordonner avec d'autres teams pour dire voilà, moi je pense que le data center, il faudrait que le réseau il soit comme ça parce que ça maximiserait la communication machine à machine. Et l'autre, tu vas te dire non, parce que je préfère que la communication elle soit plus maximisée entre la machine et les uplinks ou des trucs comme ça. Donc c'est des discussions techniques qui prennent beaucoup de temps et c'est ça le métier d'ingénieur, c'est pas juste écrire du code, quoi. Donc oui, bien sûr, et ça c'est pas que chez Google au final, où que tu sois, oui, il y a des endroits où ce sera des fermes où tu écriras que du code, mais il faut bien que quelqu'un décide quel code doit être écrit, en fait. Donc chez Google, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu vas écrire comme code pour toi. Dans la plupart des boîtes, tu as toujours une part décisionnelle que tu vas faire parce que c'est ton code, donc c'est toi qui le connais le mieux. Après, il y a des boîtes où effectivement on te dit vraiment quoi coder, mais globalement c'est un peu plus rare quand même, je pense. Et puis évitez-les, c'est quand même pas très intéressant. Internet a une autre question, cette fois-ci, c'est par rapport au niveau des salaires. Combien ça paye de travailler chez Google ? Bien. Ça paye bien. Je vais pas divulguer mon salaire et ça dépend. Si vous voulez voir des salaires, vous pouvez aller sur glassdoor.com. Ça vous donnera les salaires de la plupart des grosses boîtes. Et même des boîtes moyennes. Mais ça paye bien. Vous imaginez bien que Google, qui cherche à recruter des gens qui sont bons, qui se donnent beaucoup de mal pour recruter, qui dépensent de l'argent pour aller chercher des gens partout, qui va sur tous les salons chercher du monde, qui fait des actions, qui donne des bourses pour promouvoir les choses, qui paye des stagiaires et tout. Genre, le but, c'est quand même de recruter des gens. Ce serait bête de mal les payer pour qu'ils aillent chez la concurrence. Donc, comme toutes les grosses boîtes, y a une espèce de montée des enchères entre les boîtes. Du coup, ça paye bien. Alors, imaginons, j'ai postulé au truc, je suis pris en tant que stagiaire. Comment ça se passe ? J'arrive, je suis dans une équipe ou au contraire, je suis mis dans un coin. Comment on est intégré en fait ? Alors, les stagiaires sont dans une équipe, ont un maître de stage. Et le maître de stage a généralement un projet qui est déjà prévu pour ce stagiaire, ou généralement 2-3 projets en fait, et donne le choix aux stagiaires, qui sont des projets que la team veut faire. Donc, c'est pas des trucs
pour le stagiaire pour l'occuper. C'est des trucs que la team aurait fait de toute façon, mais ils l'ont pas fait parce que c'était pas la priorité numéro 1 pour le coup. Et puis ils se sont dit tiens, c'est un bon format pour un truc de stagiaire parce que c'est un truc qui se fera à peu près en 3 mois pour quelqu'un qui commence ou qui n'a pas forcément un niveau technique encore à pleine vitesse et tout. Donc voilà, c'est un projet qui irait bien pour ce format-là. Ils le mettent de côté parce que c'est pas l'urgence principale. Donc tu as un projet généralement plusieurs projets d'ailleurs au choix parce qu'il y en a tous plein de trucs à faire et c'est pas dur de trouver des projets. Donc voilà, tu as un ou des projets qui t'attendent, tu choisis ton projet, tu es dans une équipe et le projet est utile au sens où ce que tu as fait, ce que tu vas faire, c'est quelque chose que la team voulait, quoi. On prend pas des stagiaires pour le plaisir de prendre des stagiaires, on prend des stagiaires parce que ça sert à la fois à la boîte et à la fois aux stagiaires, quoi. Et il y a une partie, donc les premières semaines sont aussi pas mal encadrées, pédagogiques, dans le sens où on a des gens qui arrivent de plein de backgrounds différents, avec des technos différentes, etc. Donc on a pas mal de ressources pour que les gens se forment. Voilà, tu connais le C, mais pas le C++. On a des cours accélérés de C++ pour les gens qui connaissent le C, pour comment te mettre à niveau pour le C++ à la façon Google, si tu viens du C, ou si tu viens du Java, ou si tu viens de je ne sais quoi. On a la plupart des trajectoires comme ça qui sont prévues. Et aussi pas mal de trucs culture générale de comment on fait les choses chez Google. Un peu le genre de truc que j'ai présenté ici, mais en beaucoup plus détaillé sur... je vais coder ma première grosse application. Comment je commence, quoi. À quoi je dois penser en premier pour que ce soit fiable et que ça reste scalable et tout. Ouais. La question est quelles sont les tailles d'équipe. Alors ça dépend, la notion d'équipe n'est pas forcément super bien définie. Généralement, on va parler d'une équipe pour un groupe de 6 à 10 personnes, on va dire 4 à 10 personnes, allez, qui s'inscrit dans une plus grosse équipe. Et ça peut être très variable. Il y en a qui vont être de 20 personnes, d'autres qui vont être de 70 personnes. Donc tu bosses et tu es assis avec une petite équipe de 6 et tu bosses régulièrement avec les personnes dans les autres sous-équipes de cette grosse équipe. Et après, tu bosses avec plein de gens, d'autres équipes, mais des individus d'autres équipes avec qui tu vas former une espèce d'équipe autour de toi sur un projet particulier qui est un peu transversal à plusieurs équipes en fait. C'est souvent comme ça que ça se produit. Donc, mais l'équipe formelle, le groupe de gens assis avec toi, c'est 6 personnes en général. Moi, c'était pour savoir, à ton niveau, tu es rentré chez Google à ce poste-là, où tu as évolué chez Google, et tu faisais quoi avant d'entrer chez Google? Alors, un peu des deux. J'ai fait Epitech. J'ai fait 2 stages quand j'étais chez Epitech, donc en fin de 3e année, en fin de 5e année. C'est 2 stages chez Google. Le premier à Dublin, le deuxième à Mountain View. Et ensuite, Google m'a fait une offre d'emploi et je suis rentré directement à ce poste à Zurich via cette offre d'emploi. Pour en revenir aux équipes, en fait, j'aimerais savoir si on peut être pris à Google avec une équipe déjà formée. Et si oui, comment ça se passe? Est-ce qu'on a un projet attribué ou est-ce qu'on est dispatché? Non, ça s'appelle se faire racheter. Non, mais je parle au niveau de 42, d'une équipe de 42 en fait. Non, on embauche des individus, on n'embauche pas des équipes. Donc après, ça peut arriver. Dans le programme STEP, peut-être qu'on va embaucher, une dizaine de personnes de 42, ce serait super. Après, c'est 10 personnes qui seront mises dans des équipes différentes, déjà parce qu'on ne prend pas 10 stagiaires dans la même équipe, ce serait un petit peu difficile à gérer. Mais même quand on embauche des individus, après, on les met pas. On traite pas. S'il y a 5 personnes qui postulent en même temps, qui viennent du même background, déjà, on n'a pas vraiment moyen de les traiter simultanément comme un groupe, quoi. Et on va pas prendre 10 personnes qui viennent d'arriver pour en faire une équipe de 10 personnes qui arrivent. On va plutôt justement les mettre avec des équipes existantes pour les entraîner un peu à la façon de penser Google aussi et avoir des compétences différentes dans la même équipe, quoi. Parce qu'après, si on embauche 10 personnes de la même université dans la même équipe, on va souvent avoir une espèce de façon de penser un peu unique dans l'équipe, quoi. Et c'est un truc qu'on essaie d'éviter. On essaie d'avoir des équipes vachement variées le plus possible. Plus c'est divers, mieux c'est en fait, parce que ça apporte beaucoup plus de points de vue, beaucoup plus de façon de penser. Et ça, ça a beaucoup de valeur. On pense que ça a beaucoup de valeur, en tout cas dans la conception, dans même l'approche des produits, l'approche de l'utilisateur. Oui, Internet aurait 2 questions en urgence. La première, c'est savoir si Google est dirigé par les hommes crabes. Et la seconde, c'est de savoir si on aurait une estimation du nombre de candidatures et du nombre de stages disponibles chez Google. Alors, la première réponse, c'est oui, bien sûr. Non, en fait, c'est non. Le nombre de candidatures, le nombre de stages et le nombre de postes, je ne sais pas. Ça varie d'année en année.
Et généralement, c'est pas trop un problème parce qu'on a du mal à les remplir de toute façon. Plus de questions? Là, on signe là. Internet aurait d'autres questions, donc je vais les poser en vitesse du coup. Ouais. La première, ça serait de savoir comment s'organise le travail en équipe chez Google. Comment s'organise le travail en équipe chez Google? J'en ai un peu parlé, je pense, dans la question de la taille des équipes. Et c'est quelque chose d'assez variable en fait. Les équipes sont libres de s'organiser comme elles veulent. Donc il y a des équipes qui ont des méthodes agiles très poussées, des équipes qui sont un peu plus traditionnelles, des équipes qui font des mélanges un peu à l'arrache. Ça dépend. Il y a des constantes quand même. Quasiment toutes les équipes sont sont dans au moins 2 sites. Donc généralement un en Europe, un en Amérique, ou alors un en Asie, en Amérique, ou alors les 3, enfin ça dépend. Pour des questions de boss factor, si jamais il y a une équipe qui a un problème, au moins l'autre équipe dans l'autre pays peut résoudre le problème. Donc ça implique quand même d'être capable de travailler à distance avec une autre équipe, de faire des réunions souvent hebdomadaires, mais ça dépend, avec des gens distants. La façon de travailler directement en équipe, c'est très variable. Il n'y a pas 2 équipes, je pense, qui bossent vraiment pareil. Globalement, il y a quand même... Bon, c'est assez facile de travailler entre les équipes parce qu'il y a quand même des choses communes. Tout le code, par exemple, passe par des code reviews. On ne peut jamais commit sans faire une code review. Donc c'est quelque chose qui est partagé par toute la boîte. Il y a un bug tracker central pour toute la boîte. Donc toutes les équipes sont plus ou moins obligées de suivre parce que c'est le seul bug tracker. Enfin, il y en a d'autres, mais toutes les équipes sont obligées d'accepter ce bug tracker comme étant officiel, quoi. Et puis, je sais pas, la collaboration est assez facile entre les équipes. Les gens sont pas fermés à une méthode de travail plutôt qu'une autre. Internet te remercie, Gabriel. De rien. Oui. Bonjour. Bonjour. J'aimerais bien savoir quels conseils vous auriez à nous donner en tant qu'employé, à nous étudiants de 42, pour maximiser nos chances d'intégrer l'équipe Google. Avoir 15 en examen. Non, je dirais de rester curieux et de toucher à tout. Alors c'est très bien de se spécialiser dans une techno et d'être très très fort dans une techno. C'est très bien. Mais je pense que ça a encore plus de valeur d'être bon dans pas mal de trucs différents. Je sais pas, vous avez tous probablement un background en code qui commence à être pas mal maintenant. Vous allez le raffiner beaucoup pendant le temps qui vient. Je sais pas dans quelle mesure vous aurez le choix de ce que vous allez faire et tout. Mais si vous avez le choix de faire de l'admin 6, faites de l'admin 6 un peu. Vous avez le choix de faire du réseau, faites du réseau un peu. Ayez des notions de tous ces trucs-là. Ayez une espèce d'approche globale de l'informatique, une approche qui s'appelle cross-stack. Donc vous avez tous les trucs empilés, comme on a pu voir sur le diagramme, il y a les back-ends, les front-ends et tout. Essayez de comprendre un peu ce qui se passe à tous ces niveaux-là, en fait. Comprenez ce qui se passe dans votre processeur quand on parle en ASM. Comprenez ce qui se passe quand on est dans un langage de très haut niveau en programmation fonctionnelle. Comprenez ce qui se passe quand on va faire du C. Comprenez ce qui se passe quand vous allez faire du HTML. Comprenez tous ces trucs-là. Et je pense que c'est le mieux que vous puissiez faire en fait. Plus vous aurez une vision globale d'informatique, plus vous serez employable, à mon sens. Après, je sais pas, soyez intelligent. Petite question. Est-ce que tu codes toujours à la norme d'Epitech ou pas? Non. Google a ses style guides qui sont publics d'ailleurs. Vous pouvez consulter on va appeler ça une norme, mais la style guide Google pour C++, donc, qui serait applicable au C en grande majorité. Vous pouvez consulter celle de Python, celle de Java, celle de Go, et puis celle de plein d'autres langages qui sont un peu moins utilisés, mais qui sont utilisés quand même. Est-ce que ça ressemble à la norme de 42 et d'Epitech? Aux normes de 42 et d'Epitech, pardon. Non. Après, c'est le même langage, mais c'est assez différent, quoi. Et honnêtement, je préfère celle de Google. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que les stages sont rémunérés? Oui, bien sûr, les stages sont rémunérés. Ils sont rémunérés et tout comme c'est difficile d'obtenir des bons employés, c'est aussi difficile d'obtenir des bons stagiaires, donc on les paye bien. Parce que ce serait très bête qu'un stagiaire ne puisse pas... on choisit un stagiaire, on a un stagiaire qui a fait un bon entretien et tout, on le veut, et t'imagines, il n'a pas les moyens de faire le stage parce qu'il ne peut pas se payer un logement. Non, ce serait intolérable, donc on évite. Donc on paye bien nos stagiaires.
Ça me dérange pas, hein. Moi je peux continuer. Du coup, tu disais pour payer les stagiaires, mais admettons, est-ce qu'il y a des avantages aussi par exemple, on est en France, on est reçu en tant que stagiaire à Mountain View. Est-ce que les avantages, vous payez le billet, tout ça Alors, on te paye pas le billet, mais on te donne une somme en cash pour résoudre ce genre de problème. D'accord, ok. La somme dépend d'où tu vas, d'à quel niveau de stage tu es et tout, mais globalement, ça couvre le billet, évidemment, quoi. J'ai dit, le but, c'est que les stagiaires, quand on les a pris, ils puissent faire leur stage. Donc, à un moment donné, on fait en sorte qu'ils puissent le faire, quoi. Ça coûte pas très cher un billet d'avion par rapport à la valeur d'avoir un stagiaire compétent, quoi. Plus de questions? Tu es passé de stagiaire à employé. Est-ce que c'est assez fréquent chez Google qu'ils reprennent leurs anciens stagiaires comme employés après un stage réussi? Bah oui, pourquoi tu crois qu'on prend des stagiaires, quoi. On essaye, l'idée c'est que le stage c'est le meilleur entretien d'embauche qu'on puisse te faire. Dans le sens où c'est un entretien d'embauche sur la longueur sur lequel tu peux vraiment prouver ce que tu sais faire, et on peut vraiment comprendre, d'une, si tu as le niveau. Déjà, si tu as réussi à avoir un stage, c'était quand même un bon signe que tu as le niveau, quoi. Donc c'est plutôt bien parti. Et puis l'avantage, c'est qu'on peut aussi te placer dans un poste que tu veux vraiment. Tu peux aussi dire vraiment ce que tu veux comme poste. J'ai pu choisir ma team quand je suis passé employé, et vraiment choisir la team exactement. Alors que généralement, quand tu te fais embaucher chez Google, tu peux émettre des souhaits, dire tiens, je veux faire du bas niveau, je veux faire du C++, ou alors je vais aller faire plutôt du réseau, des trucs comme ça. Mais tu vas choisir exactement la team. Ne serait-ce que parce qu'on ne me dit pas exactement ce qu'il y a comme team, et aussi parce que, comme j'ai dit, la notion de team, c'est assez flou. Mais moi, j'ai pu choisir exactement où est-ce que je voulais être, avec qui je voulais bosser, quoi. Donc, et oui, c'est assez commun. J'ai pas de chiffre sur la conversion, mais c'est assez commun. De même, si vous faites un stage step et que ça se passe bien, c'est forcément vachement intéressant pour Google de vous reproposer un stage plus tard. C'est logique, quoi. Ici, est-ce que vous pensez que le fait qu'on soit à 42, c'est un avantage? La réputation qui a été formée autour de 42, est-ce que ça sera un avantage dans le CV ou pas? Je sais pas, ça c'est à vous de faire en sorte que ça en soit un. Globalement, Google s'intéresse à toutes les universités de toute façon. On sait très bien que même dans les pires universités, de temps en temps, il y a des gens qui ont un niveau ouf. Même dans les meilleures universités, il y a des gens, c'est des tocards pas possibles. Donc, on regarde l'école, c'est un indicateur, je suppose. Forcément, quelqu'un qui vient d'une très bonne université, ça a l'air plus intéressant à première vue. Peut-être qu'on va trier son CV un peu plus haut dans la pile. Mais c'est clairement pas le signal qu'on cherche le plus. Donc, ce sera, à mon avis, ni un avantage ni un inconvénient, quoi que vous fassiez. Après, bien sûr que s'il y a plein de gens qui réussissent à se faire embaucher de 42, c'est un avantage. Alors, ce ne sera pas pour vous, parce que forcément, vous êtes des pionniers, mais ça sera peut-être un avantage pour plus tard. Si jamais, dans 10 ans, il y a 25 personnes de 42 qui bossent chez Google, déjà, ça fera un réseau qui permettra d'avoir des gens... si chaque année, il y a des gens nouveaux qui rentrent, ils connaîtront les gens des années suivantes, etc. Ça aide vachement pour faire venir plus de monde, ça aide vachement aussi pour avoir les réponses aux questions, pour trouver un stage, etc. Donc, c'est quand même quelque chose de... C'est un plus, quoi. Après, pour vous, de toute façon, c'est trop nouveau, quoi. Du coup, tout à l'heure, tu disais que vous aviez du mal à trouver des stagiaires, mais est-ce que c'est parce que vous n'avez pas assez de CV ou parce qu'il y a beaucoup de poubelles? Ah non, on a plein de CV. C'est pas qu'on a beaucoup de poubelles, c'est qu'on a plein de gens à qui on fait passer un entretien et qui n'ont pas le niveau, ou pour plein de raisons, quoi. On est exigeant. Ça, on va pas le cacher, on est exigeant sur l'entretien, hein. C'est un peu le prix à payer. On refuse la grande majorité des gens qui postulent. Ça veut aussi dire que si vous postulez et que vous êtes refusé, ne soyez pas découragés, vous n'êtes pas nul, hein. La philosophie du recrutement, c'est qu'un mauvais employé, ça coûte extrêmement cher. C'est un problème qui sera extrêmement dur à défaire, et ça coûte beaucoup plus cher que de perdre un bon employé. Donc dans le doute, on va plutôt avoir tendance à refuser quelqu'un qui aurait pu être prometteur si on n'est pas sûr, que d'accepter quelqu'un dont on n'est pas sûr, en fait. Je veux pas polémiquer sur la façon dont il a été fait. Par contre, j'ai vu le film de Internship et du coup, je voulais savoir si certains des stages fonctionnent de cette manière-là. Alors, j'ai pas été voir le film. Parce que j'ai vu le trailer et j'ai dit non, c'est mort. Peu importe, je suis pas là pour juger. Je voudrais juste savoir du coup est-ce qu'il y a des équipes, des gens qui sont pris des universités dans un environnement où ils forment des équipes au début du stage et à la fin il y a une des équipes après une série de tests, de validation, d'épreuves qui est pris
et les autres sont rejetés ou pas. Est-ce que c'est quelque chose que fait réellement Google ou pas du tout? Non, pas du tout. Ok. Les stagiaires, comme j'ai dit, ils sont mis dans des équipes avec des gens qui sont pas stagiaires, quoi. Il y a un stagiaire par équipe au maximum. Ils bossent sur un vrai projet et ils sont jugés individuellement. Est-ce que ton projet, tu l'as bien codé? Est-ce que tu as été un bon contributeur? Est-ce que les gens avec qui tu as bossé pensent que tu vaux le coup? Et si oui, bah, on te reproposera un truc. Enfin, si si tu es à la fin de tes études, on te proposera un truc. Si on te dira, bah, tiens, on garde ton contact et dans 1 an, 2 ans, enfin, quand tu auras un autre stage ou quand tu auras fini tes études, on se reparle et tout et on se souviendra de toi, quoi. Après, non, c'est débile. Je veux dire, on s'est donné du mal à recruter des stagiaires qui ont du niveau. On va pas en plus les faire se battre à faire des Rubik's Cube ou je sais pas quoi pour en refuser les 3/4. Enfin, ça n'a aucun intérêt, quoi. Disons que connaissant les méthodes de Google un peu cabalistiques que tu as pu citer, du coup, ça pourrait être une méthode et pourquoi pas après. C'est pour ça que je pose la question. Nos méthodes se veulent pragmatiques, quoi. On fait les choses qu'on fait pour une raison, quoi. Genre, quand tu réfléchis à tout ce que fait Google, généralement, tu as une explication très simple à pourquoi on le fait, quoi. Si tu vois une explication complexe, généralement, c'est que tu cherches le mauvais truc, quoi. Merci. D'autres questions? Internet, peut-être? Non, on est bon là sur Internet. Ok, bah si on est bon ici aussi, moi je vais rester là encore un peu s'il y a des questions et que vous n'osez pas les poser. Et puis sinon, bah, je pense que vous êtes libérés de vos obligations. D'accord. Bien, bah, je vous remercie beaucoup.